Arrête de te mentir. Tu n'es pas en paix parce que tu restes accroché à ce que tu aurais déjà dû lâcher. Ton esprit reste attaché à des personnes, des souvenirs, des mots qui n'ont jamais été prononcés et des promesses qui n'ont jamais été tenues. Tu appelles cela amour, loyauté ou espoir, mais en réalité c'est une chaîne qui te retient prisonnier. Personne ne peut retrouver la liberté intérieure s'il insiste pour porter tout ce qui lui fait du mal. Tu as remis ton calme entre des mains étrangères, espérant que d'autres te donnent de la valeur avec leur attention, leur approbation ou leur présence. Mais chaque fois que tu cèdes ta paix à quelque chose que tu ne contrôles pas, tu perds un morceau de toi. Il n'y a pas de pire prison que celle de dépendre émotionnellement de quelqu'un ou de quelque chose pour te sentir complet. Le stoïcisme ne vient pas adoucir tes blessures ni te dire que tout va bien. Il vient te rappeler que la vie est dure, que le monde ne va pas changer pour toi et que ton véritable pouvoir réside dans la façon dont tu choisis de réagir. Tu ne décides pas qui part, qui te fait du mal ou qui t'oublie, mais tu décides si ces choses continuent à avoir du pouvoir sur toi. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de plus de conseils superficiels. Ce dont tu as besoin, c'est de lâcher la corde qui te retient, d'arrêter de supplier des réponses, de poursuivre des explications, de vivre comme si ton bonheur dépendait de quelqu'un d'autre. La paix mentale n'est pas un cadeau que l'on attend, c'est une conquête. Dans cette vidéo, il n'y aura pas de mots doux ni d'excuses pour justifier ta souffrance. Nous allons parler de discipline émotionnelle, de courage pour affronter tes propres attachements et de la force nécessaire pour aimer sans chaîne. Se taire quand le silence est plus sage et embrasser l'inévitable sans se briser de l'intérieur. Si tu es prêt à cesser d'être l'otage de ton passé et à retrouver ta liberté intérieure, alors écoute attentivement les leçons à venir, car elles seront le premier pas pour revenir à toi. 1. Lâche la corde. Si tu as déjà vu quelqu'un couler dans l'eau tout en s'accrochant désespérément à quelque chose qui l'entraîne vers le bas, tu sais que le plus difficile n'est pas de nager vers le rivage, c'est de lâcher ce qui le fait couler. C'est exactement ce que tu fais chaque fois que tu t'accroches à des personnes, des souvenirs ou des situations qui n'ont plus de place dans ta vie. Tu crois que tenir cette corde te maintient en sécurité, mais en réalité, c'est ce qui t'empêche de remonter à la surface. La première étape pour retrouver ta liberté intérieure est d'avoir le courage de lâcher prise. Cela semble simple, mais c'est l'acte le plus difficile, car cela signifie accepter que ce à quoi tu t'accroches ne t'appartient pas, ne te définit pas et n'est pas sous ton contrôle. Lâcher prise n'est pas abandonner ni se rendre, c'est retrouver le droit de respirer sans dépendre de ce que tu ne peux pas changer. Beaucoup s'accrochent à des relations brisées parce qu'ils pensent que lâcher prise équivaut à perdre. D'autres gardent de vieilles rancunes parce qu'ils croient que les lâcher, c'est pardonner l'impardonnable. Il y a aussi ceux qui ne lâchent pas une idée de l'avenir qui n'est jamais arrivé, convaincus que céder cette illusion signifie accepter l'échec. Mais le véritable échec est de rester attaché à quelque chose qui ne te laisse pas avancer. Les stoïciens savaient que la cause de la souffrance n'est pas dans les faits, mais dans notre réaction à ces faits. Épictète l'a résumé ainsi. Ce qui nous perturbe n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous pensons de ce qui nous arrive. Si tu comprends cela, tu verras que la corde qui te lie n'est pas la personne qui est partie, ni l'erreur que tu as commise, ni le temps perdu. C'est ton interprétation de ce qui s'est passé, ton besoin de tout contrôler. Lâcher prise nécessite deux choses, le courage d'accepter la réalité et l'humilité d'admettre que tout n'est pas entre tes mains. Lorsque tu décides d'arrêter de te battre avec ce qui est déjà passé, tu découvres que le poids que tu portais n'était pas le souvenir, mais ta résistance à le laisser partir. Commence par te demander, qu'est-ce que je gagne à tenir ceci? À qui cela sert-il que je reste attaché à une douleur qui ne change rien? La réponse est presque toujours à personne. La seule chose que tu gagnes est de rester prisonnier de ce qui n'existe plus. Une façon pratique de lâcher prise est d'écrire ce qui te retient. Mets en mots ce qui te fait mal. Et ensuite, observe si cette douleur dépend de quelque chose que tu peux changer. Si ce n'est pas le cas, reconnais que cette bataille est terminée et que persister dans celle-ci n'est qu'une perte d'énergie inutile.
Ensuite, déchire le papier ou range-le loin. C'est un geste symbolique, mais puissant, car il montre à ton esprit que tu es prêt à le laisser partir. Une autre pratique stoïcienne est la dichotomie du contrôle. Sépare ce qui est en ton pouvoir de ce qui ne l'est pas. Ta réaction, tes habitudes, tes paroles, ta discipline, tout cela est sous ton contrôle. Ce que les autres pensent, ce qu'ils décident ou ce que le temps a emporté, non. Lorsque tu te concentres uniquement sur ce que tu peux changer, la corde perd sa force. Lâcher prise n'est pas toujours un acte visible. Parfois, il ne s'agit pas de bloquer quelqu'un, de brûler de vieilles lettres ou de quitter un lieu. Parfois, lâcher prise, c'est arrêter de tourner en rond dans ta tête, c'est arrêter de justifier, de demander pourquoi, de fantasmer sur une fin différente. C'est le moment où tu décides de ne plus nourrir cette histoire avec ton attention. Cela peut faire mal au début. C'est normal. La douleur n'est pas un signe que tu te trompes, mais que l'attachement se brise. Tu le ressentiras comme un vide, mais ce vide n'est pas de la solitude, c'est de l'espace. De l'espace pour la paix, pour revenir à toi, pour apprendre à vivre sans dépendre de quelque chose qui n'existe plus. Lâcher la corde est un acte de rébellion contre l'idée que tu as besoin de t'accrocher à tout pour ne pas perdre. 2. Aime s'enchaîne. L'amour ne devrait pas se sentir comme une cage, mais beaucoup ont été éduqués à le confondre avec la possession. Ils croient que aimer, c'est surveiller, exiger, réclamer des explications pour chaque silence, et attendre que l'autre personne devienne la principale ou unique source de leur bonheur. Ce type d'amour ne libère pas, il asservit. Il vous rend dépendant de l'humeur, des décisions et de la présence de quelqu'un d'autre. Vous perdez votre centre chaque fois que vous cherchez en d'autres la sécurité que vous devriez trouver en vous. Aimer s'enchaîne ne signifie pas aimer moins. Cela signifie aimer mieux. Cela signifie que vous ne donnez pas votre dignité en échange de miettes d'affection, que vous ne renoncez pas à votre liberté par peur d'être abandonné, que vous ne poursuivez personne pour lui prouver votre valeur. Quand vous aimez avec des chaînes, vous devenez l'otage du besoin. Quand vous aimez librement, vous partagez sans vous perdre. L'amour que le stoïcisme propose est un amour qui respecte la nature changeante de la vie. Marc Aurèle a écrit « Aime le destin qui t'est donné » et cela s'applique aussi aux personnes. Personne n'est obligé de rester pour toujours, pas même toi. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de mendier des attentions et tu apprends à apprécier la compagnie tant qu'elle est présente, sans être obsédé par le fait de la retenir. Aimer s'enchaîne commence par comprendre que personne n'est venu au monde pour te compléter. Croire le contraire est à l'origine de nombreuses blessures. Tu ne cherches pas ta moitié d'orange parce que tu n'es pas une moitié. Tu es un être complet qui choisit de partager son chemin. Ce que tu partages est un extra, pas une béquille pour soutenir ton vide. Demande-toi, aimes-tu parce que tu veux partager ta vie ou parce que tu as peur d'être seul ? Si ta réponse penche vers la peur, alors ce que tu ressens n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Et la dépendance finit toujours par étouffer la relation et toi-même. Une pratique stoïcienne pour cultiver l'amour libre est le détachement conscient. Cela ne signifie pas froideur ou indifférence. Cela signifie que tu te souviens que l'autre a son propre destin, ses propres décisions et que tu ne peux pas les contrôler. Tu l'aimes pour ce qu'il est, pas pour ce que tu espères qu'il soit. Ce type d'amour élimine le ressentiment qui surgit lorsque les attentes ne sont pas remplies. Cela implique également de cesser d'exiger des preuves constantes. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te répète tous les jours qu'il t'aime pour le croire, ni de vérifier chaque geste à la recherche de signes de trahison. L'obsession de contrôler les sentiments des autres est une chaîne que tu te poses toi-même. Aimer librement, c'est avoir assez confiance pour ne pas mesurer chaque pas. Si tu veux le pratiquer, commence par renforcer ta propre valeur. Quand tu te sens suffisant par toi-même, tu n'attends pas qu'un autre confirme ton importance. Fais des choses qui nourrissent ton caractère. Prends soin de ta santé mentale. Apprends à apprécier ta propre compagnie. La personne qui se sent complète ne cherche pas de chaîne pour la lier. Elle cherche des mains pour l'accompagner. Un outil utile est la réflexion quotidienne. Examine tes émotions envers les personnes que tu aimes.
Demande-toi si ce que tu fais pour elles naît de l'affection ou du besoin de les retenir. Si tu découvres que tu agis par peur, arrête-toi et redirige cette énergie vers ta propre croissance. L'amour mature ne naît jamais de la peur. Aimer sans chaîne signifie aussi savoir quand se retirer sans haine ni rancœur. Parfois, aimer mieux, c'est laisser partir. Permettre à l'autre de suivre son chemin même si le tien est différent. S'accrocher juste pour ne pas perdre est une forme d'égoïsme déguisée en dévotion. L'amour libre ne promet pas l'absence de douleur, mais il évite la souffrance inutile. 3. Accepte le silence. Le silence est inconfortable pour celui qui craint de s'écouter lui-même. Beaucoup de personnes préfèrent le bruit constant, les conversations vides ou les réseaux sociaux allumés jour et nuit, juste pour ne pas affronter ce que leur esprit murmure quand tout devient calme. Mais le silence n'est pas un ennemi. C'est le maître que beaucoup évitent parce qu'il révèle des vérités que nous ne voulons pas toujours entendre. Accepter le silence, c'est apprendre à ne pas réagir à chaque provocation externe ni à chaque émotion interne. C'est arrêter de remplir chaque pause avec des explications, des justifications ou des mots inutiles. Le monde moderne te fait croire que le silence est vide, alors qu'en réalité, c'est l'espace où commence la véritable clarté. Le stoïcisme enseigne que tout ne mérite pas une réponse, ni que tout problème nécessite une discussion. Marc Aurèle a écrit « La meilleure défense est de ne pas sembler affecté ». Cela ne signifie pas l'indifférence. Cela signifie que tout ne mérite pas ton énergie, ni que chaque commentaire nécessite ton attention. Apprendre à se taire est parfois plus puissant que 1000 arguments. Accepter le silence est aussi un acte de maîtrise de soi. Souvent, l'impulsion de parler naît de la peur. Peur de perdre le dernier mot, peur d'être mal interprété, peur que l'autre pense qu'il a gagné. Mais réagir sans réfléchir a tendance à aggraver les choses. Le silence n'est pas toujours une reddition. Il est souvent une déclaration de domination sur soi-même. Dans les relations personnelles, le silence peut être un refuge. Tu n'as pas besoin d'expliquer chaque décision que tu prends, ni de justifier chaque pas que tu fais. Le besoin constant de donner des explications est une autre chaîne qui vole ta paix. Les personnes qui te respectent vraiment ne demandent pas que tu traduises chaque silence. Elles comprennent que parfois se taire est une façon de protéger ton énergie. Pour pratiquer le silence, commence par observer avant de répondre. Chaque fois que tu ressens l'envie de répondre rapidement, fais une pause. Demande-toi si ce que tu vas dire apporte de la valeur ou satisfait simplement un ego blessé. Cette pause est la porte de la maîtrise de soi. Une autre pratique est de consacrer des moments de la journée à être complètement silencieux, sans distraction ni écran. Au début, cela peut être inconfortable, mais avec le temps, tu découvriras que le silence n'est pas vide. Il est plein de réponses. C'est l'espace où tu peux reconnaître tes émotions sans le bruit externe qui les déforme. Accepter le silence est aussi un outil pour guérir les blessures. De nombreuses discussions prolongées ne font que perpétuer la douleur, tandis qu'un silence bien choisi coupe le cycle de conflit. Se taire n'efface pas ce qui s'est passé, mais te permet de le traiter sans nourrir plus de ressentiment. Le silence t'apprend à écouter. Quand tu arrêtes de remplir les espaces avec des mots, tu commences à remarquer ce que les autres communiquent réellement avec des gestes, des tons et des actions. Tu deviens plus conscient, plus présent. Le stoïcisme est en grande partie apprendre à être présent sans se laisser emporter par le bruit des impulsions. Imagine que ton esprit est un lac. Chaque mot inutile, chaque discussion inutile, chaque pensée répétitive est une pierre qui agite l'eau. Le silence est quand tu arrêtes de jeter des pierres et que le lac commence à se calmer, révélant le reflet clair de ce qui se trouve en dessous. Accepter le silence n'est pas facile dans un monde qui récompense le scandale et confond le volume avec le pouvoir. Mais le véritable pouvoir réside dans le calme de celui qui n'a pas besoin de crier pour se faire respecter, ni de parler pour se sentir fort. 4. Vis le présent. La plupart des gens ne vivent pas dans le présent. Ils habitent dans les fantômes du passé ou dans les illusions de l'avenir. Ils se réveillent en pensant à ce qu'ils ne peuvent plus changer ou à ce qui n'existe pas encore. Et pendant ce temps, l'instant qu'ils ont devant eux leur échappe comme de l'eau entre les doigts.
C'est ironique, le seul moment réel est celui que tu vis en ce moment même, et pourtant c'est celui qui est le plus négligé. Vivre le présent ne signifie pas oublier le passé, ni ignorer l'avenir. Cela signifie ne pas permettre à l'un ou à l'autre de te voler l'instant présent. Le passé n'a plus de pouvoir sur toi, sauf celui que tu décides de lui accorder. Et l'avenir, aussi bien que tu le planifies, reste incertain. La seule chose que tu peux habiter, apprécier et transformer est le moment présent. Le stoïcisme insiste sur cette idée parce qu'il savait que l'esprit humain a tendance à s'asservir à ce qui a été et ce qui pourrait être. Marc Aurèle a écrit « La vie de chacun est composée du présent. Ce qui reste est passé ou incertain. » Cette phrase frappe parce qu'elle est vraie. Ce que tu vis aujourd'hui est la seule chose qui t'appartient vraiment. Le problème est que nous confondons souvent nous inquiéter avec nous préparer. Penser à ce qui pourrait mal se passer demain ne te rend pas plus fort. Cela ne fait que te voler de l'énergie pour affronter le présent. Revivre constamment ce qui s'est déjà passé ne te rend pas plus sage. Cela ne fait que rouvrir des blessures qui devraient être en train de cicatriser. Pour vivre le présent, tu as besoin d'entraîner ton attention. Ce n'est pas un slogan d'auto-assistance. C'est une pratique consciente. Cela signifie que lorsque tu manges, tu manges. Lorsque tu marches, tu marches. Lorsque tu écoutes, tu écoutes. Cela signifie que tu ne vérifies pas ton téléphone pendant que tu parles à quelqu'un, ni que tu fantasmes sur des scénarios futurs pendant que tu apprécies un repas. Une façon d'entraîner cette présence est de t'arrêter plusieurs fois par jour pour te demander « Où suis-je vraiment ?» Dans ce moment ou dans mes pensées. Au début, tu découvriras que tu es presque toujours ailleurs, pris dans des souvenirs, des inquiétudes ou des distractions. Avec de la pratique, tu apprendras à ramener ton attention au présent. Vivre le présent nécessite également d'accepter ce qui se passe sans le décorer d'attentes irréalistes. Tout ne sera pas parfait, et c'est bien ainsi. L'insistance à ce que les choses soient différentes de ce qu'elles sont est ce qui génère la souffrance. Lorsque tu apprends à accepter le moment tel qu'il est, tu arrêtes de lutter contre la réalité et tu trouves la paix au milieu du chaos. Imagine que tu es devant un coucher de soleil, mais au lieu de l'admirer, tu penses que tu aimerais être ailleurs, avec une autre personne, ou que le ciel aurait d'autres couleurs. C'est ainsi que nous gaspillons la vie, en perdant ce que nous avons à cause de notre obsession de ce que nous pensons qu'il manque. Les stoïciens enseignaient à se rappeler la brièveté de la vie pour apprécier le présent. La pratique du memento mori n'était pas morbide, mais libératrice. Te rappeler que le temps est fini te fait arrêter de remettre la vie à plus tard. Chaque moment que tu laisses passer en t'inquiétant de ce que tu ne contrôles pas est un moment qui ne revient pas. Tu dois aussi apprendre à lâcher l'attente que l'avenir apportera le bonheur que tu n'as pas maintenant. Si tu n'es pas capable de le trouver dans ce que tu as déjà, il est peu probable qu'il apparaisse avec quelque chose de nouveau. La paix mentale n'est pas une destination à laquelle tu arriveras un jour. C'est une façon de marcher aujourd'hui. Vivre le présent ne te rend pas irresponsable envers l'avenir, ni insensible au passé. Cela te rend conscient que la vie n'est pas dans ce qui est déjà parti, ni dans ce que tu rêves qui viendra, mais dans ce que tu respires et décides en cet instant. 5. Maîtrise tes émotions. Le véritable ennemi n'a jamais été le monde extérieur. Il a toujours été la tempête qui se forme en toi lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu. Ce n'est pas l'offense qui détruit ta paix, mais la colère que tu choisis de nourrir. Ce n'est pas la perte qui te brise, mais la peur du vide que tu imagines ensuite. La plupart de la souffrance humaine ne provient pas des faits, mais du manque de maîtrise des émotions que ces faits éveillent. Maîtriser les émotions ne signifie pas les réprimer ni prétendre qu'elles n'existent pas. Cela signifie les reconnaître, comprendre d'où elles viennent et apprendre à répondre consciemment plutôt que de réagir impulsivement. Les émotions sont des messagères. Elles viennent te dire quelque chose. Mais si tu les laisses prendre le contrôle, elles deviennent des tyrans qui prennent des décisions pour toi. Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas ce qui se passe, mais comment tu y réponds. Cette phrase, qui semble simple, est l'une des vérités les plus libératrices que tu peux accepter.
Tu ne peux pas empêcher qu'il pleuve, mais tu peux décider si tu te mouilles de ressentiment ou si tu ouvres le parapluie de la sérénité. Lorsque tu perds le contrôle émotionnel, tu cèdes ton pouvoir à l'extérieur, aux paroles des autres, à leurs opinions, aux imprévus. Tu vis à la merci du climat du monde et non de l'équilibre de ton esprit. Et une personne qui se laisse emporter par chaque vague est incapable de maintenir le cap vers ses objectifs. Maîtriser tes émotions est un acte de maturité. C'est te dire à toi-même, je ne vais pas réagir immédiatement juste parce que mon ego a été blessé. C'est apprendre à faire une pause avant de répondre, à respirer avant d'exploser, à observer la pensée avant de la croire. Un exercice pratique est la pause consciente. Chaque fois que tu sens que la colère, la peur ou la tristesse prennent le contrôle, arrête-toi. Compte lentement jusqu'à 10, respire profondément et demande-toi « Que me dit cette émotion ? Ai-je vraiment besoin d'agir en ce moment ou puis-je attendre de penser clairement ?» Cette pause est généralement suffisante pour éviter des paroles que tu regretterais plus tard. Un autre outil est l'écriture. Tenir un journal émotionnel n'est pas un passe-temps. C'est une façon de sortir ce que tu as à l'intérieur pour qu'il ne gouverne pas depuis l'ombre. Lorsque tu décris ce que tu ressens, tu enlèves du pouvoir au chaos intérieur. Ce qui semblait auparavant être une tempête devient quelque chose de compréhensible, quelque chose que tu peux gérer. La maîtrise émotionnelle nécessite également de surveiller ce qui nourrit ton esprit. Passer des heures à consommer des conflits étrangers, des critiques sur les réseaux sociaux ou des nouvelles alarmantes renforce l'habitude de réagir avec colère ou anxiété. Si tu prends soin de ce que tu permets d'entrer dans ton esprit, tu auras moins de batailles à mener en toi. Rappelle-toi que maîtriser les émotions ne signifie pas éliminer la douleur. La douleur est inévitable. Tu perdras, tu seras déçu, tu subiras des injustices. Ce que tu peux éviter, c'est la souffrance supplémentaire qui découle de la résistance, de vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Imagine que tu es au milieu d'une tempête en mer. Je ne peux pas arrêter la pluie ni calmer le vent, mais tu peux contrôler le gouvernail. Ce gouvernail, c'est ton esprit. Tant que tu le tiens fermement, peu importe la hauteur des vagues, tu continues à diriger ton bateau là où tu veux aller. Une personne émotionnellement maîtrisée n'est pas froide ni distante. C'est quelqu'un dont la sérénité se transforme en force. Elle inspire le respect parce qu'elle ne s'effondre pas face à la provocation et ne perd pas sa dignité dans la colère. Si tu veux retrouver ta liberté intérieure, commence par ne pas être l'esclave de ce que tu ressens. Les émotions sont éphémères. Ne les laisse pas décider de ton destin. 6. Remercie pour ce que tu as. L'insatisfaction constante est comme un puits sans fond. Peu importe combien tu essaies de le remplir, il exige toujours plus. Beaucoup de gens vivent en croyant que le bonheur est de l'autre côté de ce qu'ils n'ont pas encore. Et cette quête sans fin devient un piège mental qui leur vole la paix. Ils demandent à l'univers plus d'opportunités, plus d'amour, plus de reconnaissance. Mais ils s'arrêtent rarement pour reconnaître la valeur de ce qu'ils possèdent déjà. Remercier pour ce que tu as n'est pas un acte mièvre ni une phrase à la mode. C'est l'un des outils les plus puissants pour retrouver la liberté intérieure. Celui qui n'apprend pas à apprécier ce qui est devant lui sera esclave du désir perpétuel, car il croira toujours qu'il lui manque quelque chose. Les stoïciens le comprenaient très bien. Les sages ne souffraient pas de manquer de richesse parce qu'ils savaient que l'essentiel était déjà en eux. La gratitude ne vient pas du fait d'avoir tout, mais de savoir voir assez dans ce qui est déjà présent. Cela signifie se réveiller chaque jour en reconnaissant que tu as la vie, que tu peux encore respirer, que tu as encore la chance de changer ce que tu n'aimes pas. Lorsque tu ignores ces vérités, tu vis comme si la vie te devait quelque chose, et cela te condamne à la frustration. Pratiquer la gratitude ne signifie pas ignorer tes objectifs, ou te contenter de ce qui ne fonctionne pas. Cela signifie que tu ne conditionnes pas ta paix à ce qui n'est pas encore arrivé. C'est comprendre que la valeur de ce que tu as aujourd'hui ne diminue pas parce que tu poursuis encore. Pour la développer, commence par le simple. Au réveil, mentionne 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, aussi petites soient-elles. Cela peut être la santé,
le toit qui t'abrite, la présence de quelqu'un que tu aimes, ou même les leçons que les difficultés ont laissées. Cette habitude entraîne ton esprit à se concentrer sur ce qui s'ajoute, plutôt que sur ce qui manque. Une autre pratique stoïcienne est de se rappeler l'impermanence des choses. Tout ce que tu as aujourd'hui pourrait ne pas être là demain. Les personnes que tu aimes, ta santé, ton temps. Cette pensée ne cherche pas à te déprimer, mais à te réveiller. Elle t'invite à profiter et à prendre soin de ce que tu possèdes maintenant. Marc Aurèle avait l'habitude de réfléchir à la brièveté de la vie pour ne pas gaspiller le présent avec des plaintes. La gratitude transforme également la façon dont tu affrontes les problèmes. Lorsque tu remercies même pour les défis, tu arrêtes de les voir comme des punitions et tu les reconnais comme des opportunités de te renforcer. La douleur que tu considérais auparavant comme injuste devient un maître. Ne plus remercier pour ce que tu as affaibli l'envie et la comparaison. Il n'y a pas de chaîne plus lourde que de mesurer ta vie à celle des autres. Lorsque tu pratiques la gratitude, tu reconnais que le succès des autres ne diminue pas ta propre valeur, ni ta possibilité de t'améliorer. Pense à quelqu'un qui perd tout du jour au lendemain. Soudain, il comprend le trésor qui se trouvait dans le quotidien, dans ce qu'il prenait auparavant pour acquis. N'attends pas que la vie te prenne quelque chose pour commencer à l'apprécier. La gratitude est, en fin de compte, un acte de liberté parce qu'elle t'apprend à ne pas dépendre des circonstances extérieures pour te sentir en paix. C'est comme ouvrir les yeux au milieu de la tempête et découvrir que même s'il pleut, tu peux encore bouger, tu peux encore respirer, il y a encore quelque chose à prendre soin et à protéger. Celui qui apprend à remercier pour ce qu'il a ne devient pas conformiste, il devient fort. Parce qu'il ne marche plus dans le monde avec le sentiment de manquer, mais avec la certitude qu'il possède assez pour continuer. Cette certitude te rend pouvoir et sérénité. Elle cesse de t'esclaviser le désir de plus et le cœur trouve le repos. 7. Donne sans attendre. Le véritable poids de nombreuses déceptions ne réside pas dans ce que tu donnes, mais dans ce que tu espères recevoir en retour. On nous a appris que chaque geste mérite une récompense, que chaque faveur doit être rendue multipliée et que chaque marque d'affection doit être réciproque. Avec cette mentalité, même l'acte le plus noble finit par se transformer en une transaction déguisée en bonté. Lorsque tu donnes avec l'attente de recevoir, tu te condamnes à la frustration, car la vie rend rarement les choses de la manière et au moment que tu imagines. Donner sans attendre est un acte de libération. Cela signifie que ta générosité ne dépend pas de la réponse de l'autre, que ta paix n'est pas liée à la gratitude d'autrui ni aux résultats que tu n'as jamais contrôlés. Ce que tu donnes de bon cœur est déjà complet en soi. Il n'a pas besoin de validation externe. Le stoïcisme nous rappelle que les actes vertueux ont de la valeur pour ce qu'ils sont, pas pour les applaudissements qu'ils reçoivent. Sénèque disait que le véritable bien se fait par amour du bien, pas pour la récompense. Pratiquer ce principe te protège de l'amertume qui surgit lorsque tu aides quelqu'un et que tu ne reçois pas la reconnaissance que tu espérais. Lorsque tu donnes en espérant recevoir, ton intention cesse d'être authentique. Même l'affection peut devenir une forme de manipulation déguisée, car tu cherches à influencer l'autre pour qu'il te rende quelque chose. Cette dépendance émotionnelle empoisonne les liens et transforme le don en un contrat invisible qui se brise tôt ou tard. Commence par questionner tes motivations. Le fais-tu parce que cela vient de toi ou parce que tu attends un geste en retour? Si tu découvres qu'une attente cachée se cache derrière ta générosité, il est temps de changer de perspective. La vraie valeur réside dans le fait que tu agis en accord avec tes principes, pas dans le fait que les autres répondent selon ton désir. Une pratique simple est d'offrir quelque chose de petit chaque jour. Un mot d'encouragement, un geste aimable, du temps, de l'aide, sans l'annoncer, sans chercher des regards d'approbation. Avec le temps, tu remarqueras que la satisfaction la plus profonde ne vient pas de la réaction des autres, mais de la cohérence avec toi-même. Donner sans attendre s'applique aussi dans les relations les plus proches. Parfois, nous pensons que l'affection doit être mesurée. Je t'ai donné ceci, maintenant c'est à mon tour de recevoir. Cette mentalité détruit l'intimité, car elle transforme l'amour en une balance constante.
Aimer librement signifie que tu choisis d'offrir le meilleur de toi-même, parce que c'est qui tu décides d'être, pas parce que tu attends un retour identique. Lorsque tu apprends à donner sans attendre, tu découvres que le ressentiment perd de sa puissance. Personne ne peut te décevoir en ne répondant pas comme tu le voulais, parce que ta paix n'en dépendait pas. Cette attitude renforce également ton caractère. Elle t'apprend à agir par conviction, pas pour une récompense. Le plus grand bénéfice de donner ainsi est qu'il te rend le contrôle de ta propre satisfaction. Tu ne vis plus en fonction des réponses des autres, ni des récompenses externes. Ce que tu donnes te définit toi, pas le destinataire. Dans un monde où tout est mesuré et négocié, celui qui donne sans attendre retrouve une liberté rare et puissante, celle de vivre fidèle à ses propres valeurs, sans chaînes invisibles qui le lient à l'approbation des autres. 8. Embrasse l'inévitable. La lutte la plus épuisante n'est pas contre ce qui se passe, mais contre ce que nous insistons à nier. Nous passons une grande partie de notre vie à résister à des faits que nous ne pouvons pas changer. La perte de quelqu'un, le passage du temps, les fins inattendues, les décisions des autres. Nous voulons que les choses soient différentes et en ne réussissant pas, nous restons coincés dans la frustration. Ce n'est pas la douleur qui détruit la paix mentale, mais la résistance à l'accepter. Embrasser l'inévitable ne signifie pas se rendre ni se résigner passivement. C'est une acceptation active, une façon de regarder la réalité en face sans fuir ni l'embellir. C'est reconnaître que certaines batailles ne se livrent que dans l'esprit, où nous essayons de réécrire le passé ou d'arrêter le cours naturel des changements. Le stoïcisme enseigne que la sérénité naît lorsque nous cessons de lutter contre ce que nous ne contrôlons pas. Épictète disait que la liberté est obtenue en s'alignant avec la nature des choses, pas en les forçant à s'adapter à nos désirs. L'inévitable, par définition, ne peut pas être tordu. Nous pouvons seulement décider comment y faire face. L'un des plus grands exemples de cette lutte se produit avec le temps. Nous voulons l'arrêter, revenir en arrière, le faire avancer selon notre convenance. Cette bataille est inutile, mais beaucoup sont esclaves de celle-ci, se lamentant pour les années perdues ou anxieux pour celles qui ne sont pas encore arrivées. Embrasser l'inévitable, c'est apprendre à vivre le passage du temps sans ressentiment, à voir chaque ride, chaque changement comme une partie naturelle du chemin. Il s'agit aussi d'accepter que toute fin n'est pas une tragédie. De nombreuses portes se ferment pour en ouvrir d'autres, mais nous ne le voyons pas parce que nous sommes trop occupés à pleurer celle qui s'est fermée. Lorsque tu embrasses l'inévitable, tu cesses d'insister pour revivre ce qui est déjà terminé et tu commences à construire sur ce que tu as aujourd'hui. Pour le pratiquer, commence par te demander « Qu'est-ce qui est hors de mon contrôle ?» Fais une liste mentale de tout ce qui ne dépend pas de toi, les décisions des autres, le temps, le passé, le cours du temps. Ensuite, arrête de gaspiller de l'énergie à essayer de les changer. Cette énergie libérée peut être investie dans ce qui est entre tes mains. Ton attitude, ta réponse, tes actions. Embrasser l'inévitable signifie aussi lâcher la fantaisie de la justice immédiate. La vie ne sera pas toujours juste selon tes normes, et exiger qu'elle le soit ne fait que prolonger la souffrance. La véritable force réside dans le maintien de ta dignité même, lorsque le monde ne joue pas en ta faveur. Il est essentiel de ne pas confondre l'acceptation avec l'insensibilité. Accepter n'est pas devenir insensible. C'est se permettre de ressentir la douleur sans y rester. C'est pleurer ce qui fait mal et ensuite continuer à marcher, sachant que s'accrocher à ce qui ne peut pas être changé, c'est porter une pierre qui empêche d'avancer. La paix mentale ne vient pas d'un monde sans problème, mais d'apprendre à ne pas se briser face à l'inévitable. Celui qui l'embrasse cesse de gaspiller son énergie dans des combats qu'il ne peut pas gagner et l'investit dans la construction de ce qu'il peut transformer. C'est la véritable liberté. Cesser d'être prisonnier de ce qui n'a jamais été sous ton contrôle. Le respect ne se mendie pas, il se gagne. Et si un homme n'apprend pas cette vérité, il passera toute sa vie à chercher l'approbation là où il ne l'obtiendra jamais. Souvent, ce n'est pas que les femmes sont injustes, c'est simplement qu'elles ne respectent pas celui qui se donne trop facilement, celui qui sacrifie ses limites pour de l'attention,
celui qui confond approbation avec véritable valeur. C'est la réalité que la plupart préfèrent ignorer. Tous les sourires ne signifient pas admiration et tout intérêt ne signifie pas respect. Un homme sans discipline, sans maîtrise de soi ni but, est comme un bâtiment sans fondation. Il peut sembler imposant de l'extérieur, mais le premier vent fort le renverse. Les femmes ne respectent pas celui qui cède à ses impulsions, ni celui qui abandonne ses principes pour se sentir accepté. Elles respectent celui qui marche avec une direction claire, celui qui n'a pas besoin de hausser la voix pour s'imposer, celui qui peut dire non sans hésiter et continuer sans se retourner. Il ne s'agit pas de devenir dur à l'extérieur, ni distant par orgueil. Il s'agit de forger le caractère, de comprendre que, si tu cherches le respect, tu dois d'abord devenir quelqu'un qui le mérite. La véritable différence ne réside pas dans le fait de paraître fort, mais de le démontrer par des actions. Comment tu parles, comment tu décides, comment tu défends ton temps, comment tu maintiens ton chemin même quand personne ne le comprend. Ces 8 pratiques ne sont pas de simples conseils, ce sont des leçons quotidiennes qui changeront la façon dont tu te vois et dont les autres te voient. Ici, tu ne trouveras pas de phrases creuses pour impressionner qui que ce soit. Tu trouveras des principes qui, si tu les appliques, transformeront ta posture, ta présence et ta vie. 1. Maîtrise l'art de marcher seul. Le loup qui apprend à chasser seul ne devient pas le plus fort par caprice de la nature, mais parce qu'en dépendant uniquement de lui-même, il aiguise ses sens et renforce chaque pas qu'il fait. Dans la meute, n'importe qui peut suivre le rythme, mais celui qui marche seul développe l'instinct pour survivre à l'intempérie et n'a pas besoin des autres pour avancer. Ainsi doit être l'homme qui veut un respect authentique, capable de marcher sans avoir besoin que quelqu'un l'accompagne, qui ne mendie pas la compagnie pour se sentir précieux, qui ne s'arrête pas par peur de la solitude, parce qu'il comprend que la force ne se mesure pas par les applaudissements qu'il reçoit, mais par la capacité de maintenir son chemin même quand personne ne le regarde. Marcher seul ne signifie pas rejeter les autres ou devenir un ermite. Cela signifie ne pas dépendre de la validation des autres pour sentir que ta vie a une direction. Trop d'hommes sont paralysés parce qu'ils croient qu'ils ne peuvent pas bouger sans quelqu'un pour les motiver. Ils cherchent constamment la reconnaissance des femmes, des amis, de la famille et finissent par vivre à l'ombre des attentes des autres. Cela détruit l'essence de tout homme, le rend malléable, fragile face à l'opinion des autres, quelqu'un qui ne dirigera jamais son propre destin. Le respect authentique ne naît pas du désir de s'intégrer, il naît de l'audace de maintenir le pas quand tout le monde s'attend à ce que tu recules. Celui qui maîtrise l'art de marcher seul apprend à apprécier sa propre compagnie et à résister au poids du silence. Et dans ce processus découvre quelque chose que peu de gens réussissent, la clarté sur qui il est vraiment. Celui qui ne peut pas être seul avec lui-même a tendance à fuir vers les autres pour éviter de faire face à ses propres doutes. C'est pourquoi la solitude bien gérée ne faiblit pas, elle polit. C'est l'espace où tu apprends à identifier tes défauts, où tu arrêtes de blâmer l'environnement et commences à te demander à toi-même. Un homme qui se connaît à fond et se sent à l'aise en sa propre présence projette de la confiance même quand il ne dit rien, parce qu'il transmet la sérénité de celui qui n'a pas besoin d'approbation pour exister. Mais cette pratique exige du courage. La peur d'être seul est le plus grand ennemi de la discipline. Elle pousse les gens à se contenter d'amitiés vides, de relations faibles et de routines médiocres juste pour ne pas affronter le silence. C'est ici que le stoïcisme enseigne une leçon clé. Ne crains pas de perdre ce qui ne t'a jamais appartenu. Crains de perdre le contrôle sur toi-même. Apprendre à marcher seul signifie renoncer au faux soutien, lâcher ceux qui ne sont là que quand cela leur convient. Arrêter d'attendre que les autres comprennent ta vision pour continuer à avancer. Il faut clarifier une chose. Marcher seul n'est pas un geste de fierté. C'est un acte de maturité. C'est dire au monde que ton chemin ne dépend pas des applaudissements, que tes objectifs ne changent pas parce que quelqu'un t'approuve ou te rejette. Dans la vie réelle, le respect des autres n'est pas accordé à celui qui s'adapte à tous les caprices, mais à celui qui est cohérent même sous pression.
car la véritable admiration naît quand il voit que tu n'es pas prêt à te trahir pour personne. Pratiquer l'art de marcher seul signifie aussi protéger ton énergie. Il t'oblige à choisir avec soin à qui tu fais confiance, dans quoi tu investis ton temps et à qui tu permets de s'approcher de ta vie. Un homme qui apprend à être seul ne comble pas le vide avec n'importe quelle compagnie. Il sélectionne avec discernement, parce qu'il a compris que la solitude n'est pas une punition, c'est un filtre. 2. Fais de ton but ton étendard. Un bateau sans drapeau peut naviguer, mais il n'inspire ni confiance ni respect au port ou en mer ouverte, car personne ne sait à quelle destination il appartient, ni quel principe le guide. Il en va de même pour un homme qui vit sans but clair. Il peut se déplacer d'un endroit à l'autre, mais ses pas manquent de direction et sa présence perd de sa force. Le but est ce drapeau qui flotte même lorsque le vent souffle contre, qui annonce sans mots où tu vas et pourquoi tu ne quitteras pas ta route. Un homme avec un but ferme n'a pas besoin de hausser la voix pour se faire remarquer, sa seule détermination parle pour lui. Vivre avec un but est plus que d'avoir des objectifs, c'est comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais. Beaucoup d'hommes pensent que leur valeur dépend de plaire aux autres ou d'obtenir leur approbation et finissent par être comme des feuilles emportées par le vent des opinions d'autrui. Cela ne génère pas de respect, cela génère de la pitié. Le respect véritable naît lorsque les autres voient que ta vie repose sur des convictions solides, que tu ne te brises pas au premier obstacle et que chaque pas que tu fais répond à une raison plus grande que l'impulsion du moment. C'est pourquoi le but n'est pas une belle idée mentionnée dans des phrases motivantes, c'est un phare qui te maintient ferme lorsque tout autour de toi vacille. Pour faire de ton but ton étendard, tu dois d'abord le définir avec une brutalité honnête. Demande-toi ce qui te motive vraiment, pas ce que tu penses que tu devrais désirer pour impressionner les autres. Le but ne s'impose pas de l'extérieur, il naît de la clarté sur qui tu es et ce que tu es prêt à supporter pour arriver où tu veux. Prends le temps de l'écrire, non pas comme un désir vague, mais comme une déclaration d'engagement. Si ton but ne te défie pas à te lever même dans les jours les plus difficiles, alors il n'est pas assez fort pour te guider. La deuxième étape est d'aligner ta vie sur ce but. Il est facile de dire que tu as des objectifs. Ce qui est difficile, c'est d'ajuster ta routine, tes habitudes et tes décisions pour que chacune d'elles pointe vers cet objectif. Un homme qui dit avoir un but, mais qui gaspille son temps en distraction constante, montre qu'en réalité, il ne l'a pas fait sien. Lève-toi plus tôt. Investis dans l'apprentissage de ce dont tu as besoin. Limite le temps que tu consacres à ce qui ne te mène nulle part et entoure-toi de personnes qui respectent et comprennent ton chemin. La cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais est ce qui rend ton but visible pour les autres. De plus, tu dois le protéger. Ne laisse pas les critiques de ceux qui ne comprennent pas ta vision te détourner. Un étendard qui est abaissé aux premières insultes ne vaut pas la peine. Apprends à te taire sur tes plans face à ceux qui n'apportent rien et laisse tes réalisations parler. Cela ne signifie pas que tu dois te fermer aux conseils. Cela signifie que tu dois discerner entre les voix qui construisent et celles qui veulent simplement te détourner. Une partie du respect que tu obtiendras viendra du fait que tu montres que tu ne négocies pas ce que tu considères comme essentiel pour ta vie. Il faut aussi se rappeler que le but ne sera pas toujours populaire. Il y aura ceux qui se moqueront ou essaieront de te convaincre que tu perds ton temps, mais c'est là que ta discipline et ton autocontrôle sont mis à l'épreuve. Lorsque tu restes ferme même sous la pression sociale, tu montres que ton but est plus fort que le besoin d'être accepté. Les femmes et les gens en général respectent l'homme qui a une direction si claire qu'il n'a pas besoin de validation pour continuer, parce que cette sécurité est rare et profondément attirante. 3. Contrôle le feu de tes émotions. Le fer ne se forge pas dans de l'eau tiède, il se modèle dans le feu, mais si la chaleur n'est pas contrôlée, elle finit par déformer le métal jusqu'à le briser. Il en va de même pour les émotions chez un homme, elles peuvent lui donner de la force et du caractère s'il sait les maîtriser, mais lorsqu'il les laisse brûler sans contrôle, elles l'affaiblissent et le rendent imprévisible. Beaucoup d'hommes croient que montrer leur colère, leur frustration ou leur douleur sans filtre est une preuve d'authenticité.
alors qu'en réalité, c'est un signe de manque de discipline. Le respect ne vient pas de celui qui explose au premier impulse, mais de celui qui peut contenir le feu interne et le diriger avec précision là où il est nécessaire. Le contrôle émotionnel ne signifie pas réprimer tout ce que tu ressens. Cela signifie ne pas laisser tes émotions décider pour toi. Il est facile de perdre son calme quand quelqu'un te provoque, il est facile de hausser la voix ou de laisser la colère s'échapper, mais cette réaction impulsive est justement ce qui fait que les autres perdent confiance en ton jugement. Une personne qui ne sait pas contrôler son tempérament génère une peur passagère, mais jamais de respect. Pour contrôler le feu de tes émotions, tu dois d'abord le reconnaître. Tu ne peux pas dompter ce que tu nies. Apprends à détecter les signaux de ton corps lorsque la colère ou l'anxiété commencent à grandir. Cette chaleur dans la poitrine, la tension dans la mâchoire, le besoin de répondre sans réfléchir. La clé est d'identifier ce moment et de t'arrêter avant que l'émotion ne prenne le contrôle. La respiration consciente est un outil simple mais puissant. Inspirer profondément et expirer avec intention ne résout pas le problème, mais freine la réaction automatique qui tant de fois aggrave les choses. Une autre étape fondamentale est de changer l'interprétation de ce qui se passe autour de toi. Les émotions fortes sont souvent déclenchées parce que tu interprètes un commentaire, un geste ou une situation comme une attaque personnelle. Demande-toi si ce qui te dérange te met réellement en danger ou ne fait que blesser ton ego. Ce petit filtre mental fait partie de la pensée stoïcienne, différencier ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas, et refuser de donner ta paix pour ce qui ne dépend pas de toi. L'homme qui réagit avec agressivité à chaque provocation montre que n'importe qui peut le manipuler comme une marionnette. Tu dois aussi apprendre à canaliser ce que tu ressens en action utile. Si quelque chose te met en colère, utilise cette énergie pour travailler plus dur sur ce que tu peux améliorer au lieu de la décharger en paroles impulsives. Si quelque chose te fait mal, transforme-le en motivation pour renforcer ton caractère au lieu de rester coincé dans le regret. Les émotions ne sont pas des ennemis, elles ont juste besoin d'une direction. Lorsque tu réussis à transformer même ta colère en discipline, tu es plus proche d'être respecté car tu n'agis plus par impulsion, tu agis avec un but. Évite les environnements et les personnes qui alimentent ton manque de contrôle. Si tu sais que certaines discussions finissent par faire ressortir le pire de toi, pose des limites claires. Le respect que tu cherches commence par le respect que tu te dois à toi-même. Et cela inclut de ne pas t'exposer inutilement à des situations qui te font perdre ton sang-froid. La véritable force ne réside pas dans le fait de tout supporter en silence ou d'exploser pour imposer la peur, mais de te retirer ou de répondre seulement quand cela a du sens. Enfin, fais du contrôle de soi une habitude quotidienne. Commence par des choses petites, comme ne pas réagir immédiatement aux messages qui te dérangent. Éviter de hausser la voix lors de discussions triviales, entraîner ta patience dans le trafic ou dans les longues files d'attente. Ces pratiques simples construisent la tolérance et renforcent la maîtrise de soi. 4. Augmente le prix de ton temps. L'eau est abondante dans la rivière, n'importe qui peut la prendre sans trop y penser. Mais le diamant est valorisé parce qu'il est rare et difficile à obtenir. Ton temps doit être ainsi, pas une ressource que n'importe qui peut prendre quand il le veut, mais quelque chose qui n'est donné qu'à ce qui mérite vraiment ton énergie. Un homme qui traite son temps comme s'il était infini finit par être utilisé par tout le monde et respecté par personne. En revanche, celui qui le protège et lui donne une valeur claire devient quelqu'un que les autres n'osent pas gaspiller. Augmenter le prix de ton temps commence par reconnaître sa véritable valeur. Il ne s'agit pas seulement de compter les heures de la journée, mais de comprendre que chaque minute que tu consacres à quelque chose qui n'ajoute rien à ta vie est une minute que tu ne récupéreras jamais. Beaucoup d'hommes se plaignent de ne pas atteindre leurs objectifs, mais le problème n'est pas le manque d'opportunités, mais leur incapacité à dire non aux distractions et aux personnes qui volent leur concentration. Chaque fois que tu cèdes ton temps à des engagements vides, tu enseignes aux autres que tu ne respectes pas ta propre horloge.
Un conseil pratique est de faire un inventaire de ce dans quoi tu investis ton temps. Prends quelques jours pour observer honnêtement combien d'heures tu consacres aux réseaux sociaux, aux conversations sans sens ou aux activités qui n'apportent rien à ton but. Ce n'est qu'en le voyant clairement que tu comprendras combien tu es en train de donner. Ensuite, commence à couper l'inutile sans te sentir coupable, car si tu ne protèges pas ton temps, les autres ne le feront pas pour toi. Ce nettoyage des habitudes est la première étape pour augmenter sa valeur. Tu dois apprendre à établir des limites claires avec les autres. Si tu permets à n'importe qui d'interrompre ta routine avec des problèmes triviaux, des réunions sans importance ou des demandes qui peuvent attendre, tu perds non seulement en productivité, mais aussi en respect. Il ne s'agit pas de devenir inaccessible, mais d'enseigner par des actes que ton temps a la priorité. Parfois, il suffit de ne pas répondre immédiatement à un message ou de refuser poliment des invitations que tu sais ne rien apporter. Chaque limite que tu fixes renforce le message que ton temps est précieux. Un autre aspect essentiel est d'investir ton temps dans des activités qui renforcent ton caractère et ton but. Si tu le remplis de tâches sans direction, même si tu sembles occupé, tu resteras bloqué. Consacre les premières heures de la journée à ce qui stimule tes objectifs principaux, que ce soit pour entraîner ton corps, étudier, avancer dans ton travail ou cultiver ton esprit. Un homme qui se concentre sur l'essentiel dès le matin projette discipline et fermeté, des qualités qui inspirent le respect avant même qu'il ne prononce un mot. Il est également vital d'éliminer l'habitude de justifier la perte de temps. Beaucoup s'excusent en disant qu'ils ont besoin de se détendre ou que demain ils compenseront le temps perdu, mais demain ne rendra pas les heures déjà dépensées. Commence à te voir comme un gestionnaire d'une ressource limitée. Demande-toi, avant d'accepter un engagement, si cet investissement de temps aura un retour en termes d'apprentissage, de croissance ou de paix mentale. Si la réponse est non, alors ça ne vaut pas la peine. Ils verront que tu n'es pas quelqu'un de disponible pour n'importe quoi et que ton attention doit être gagnée avec des raisons solides. Cela améliorera non seulement ta productivité, mais aussi la manière dont on te respecte au travail, dans les relations et dans la vie sociale. Les femmes en particulier remarquent quand un homme ne donne pas son temps à n'importe qui, car elles perçoivent que cela reflète sa propre valeur et un but défini. L'homme qui augmente le prix de son temps n'est pas égoïste. Il est conscient que la vie est finie et que le respect commence par la façon dont il se traite lui-même. 5. Parle moins et laisse tes actes parler pour toi. L'écho dans une grotte répète toujours le son le plus fort, mais ne crée jamais rien de nouveau. C'est ainsi avec les mots lorsqu'ils sont utilisés à l'excès, ils font du bruit, répètent des promesses et des opinions, mais construisent rarement quelque chose de réel. Les actes, en revanche, n'ont pas besoin d'écho, ils laissent des traces visibles qui persistent même lorsque le bruit s'estompe. Un homme qui cherche un respect authentique comprend que la parole n'a de valeur que si elle est soutenue par ce qu'il fait, et que plus il parle sans agir, plus son message perd de sa valeur. Parler moins ne signifie pas devenir froid ou distant. Cela signifie utiliser la parole avec précision et intention. La plupart des hommes perdent le respect parce qu'ils se précipitent pour expliquer, justifier ou se vanter de réalisations qu'ils n'ont même pas encore consolidées. En essayant d'impressionner avec des mots, ils finissent par révéler des faiblesses et des contradictions. La première règle pour que tes actes parlent pour toi est d'apprendre à taire ce qui n'est pas encore solide, à laisser les résultats parler avant toi. Pour commencer à le pratiquer, établis un filtre interne avant de parler. Demande-toi si ce que tu vas dire apporte quelque chose, ou si cela ne fait que satisfaire l'impulsion de combler le silence. Si la réponse n'a pas de poids, garde le silence. Cette simple habitude réduit le nombre de mots vides et augmente l'impact de ceux que tu prononces réellement. Un homme qui ne parle que lorsqu'il le faut transmet de l'autorité et du contrôle, et sa voix est écoutée avec plus d'attention car elle ne se dilue pas dans des commentaires inutiles. Le silence stratégique te protège également. Lorsque tu parles trop, tu révèles des plans, des émotions et des faiblesses à des personnes qui peuvent les utiliser contre toi.
Garder certains sujets privés n'est pas une méfiance excessive, c'est de l'intelligence pratique. Apprends à ne pas commenter chaque étape de ta vie personnelle ou tes objectifs les plus importants. Laisse tes progrès parler lorsqu'ils sont déjà indéniables. Ainsi, tu évites que les attentes des autres te mettent la pression et tu conserves la liberté de changer de cap si nécessaire. Un autre conseil important est d'observer plus que tu ne parles. Celui qui se concentre sur l'écoute et l'observation des autres apprend plus vite et évite des erreurs inutiles. Le stoïcisme ne signifie pas se fermer au monde, il signifie utiliser le silence pour voir les choses clairement, capter des détails que les autres négligent et répondre avec plus de précision. La personne qui écoute le plus comprend mieux son environnement et c'est pourquoi elle prend des décisions avec un avantage. Évite l'habitude de trop te justifier. Souvent, nous essayons d'expliquer chaque décision pour être compris ou accepté, mais cela ne fait qu'affaiblir ta position. Apprends à dire ce qui est nécessaire et à rester ferme dans ton choix sans ressentir le besoin de convaincre tout le monde. Rappelle-toi que l'objectif de parler moins n'est pas de devenir inaccessible ou distant, mais de faire en sorte que chaque mot que tu prononces ait du poids. Utilise le silence comme une ressource de force, pas comme un mur. Lorsque tu dois exprimer quelque chose, fais-le avec clarté et fermeté, sans détour, et accompagne-le d'actions qui soutiennent ce que tu as dit. Personne ne respecte les promesses creuses, mais tout le monde prête attention lorsque les faits démontrent la cohérence. Avec le temps, tu découvriras que parler moins t'évite des conflits et te donne plus d'énergie pour agir. Les autres commenceront à te voir comme quelqu'un de fiable, qui n'a pas besoin de convaincre avec des discours parce que ses actes soutiennent sa parole. Les femmes en particulier remarquent lorsqu'un homme ne cherche pas à impressionner avec des phrases, mais laisse sa façon de vivre être la preuve de son caractère. Ce type d'homme n'aspire pas au respect, il l'inspire. 6. Ne négocie pas ta valeur. L'or ne demande pas de réduction pour être acheté, il maintient son prix car son essence ne change pas même si le marché fluctue. C'est ainsi qu'un homme qui cherche le respect doit se voir, comme quelque chose dont la valeur ne dépend pas de l'opinion du moment ni des circonstances extérieures. Lorsque tu commences à céder tes principes ou à baisser tes normes pour plaire aux autres, tu perds plus que du respect, tu perds ton identité. Le véritable respect reste ferme, car il émane de quelqu'un qui n'est pas prêt à mettre sa valeur aux enchères pour de l'attention ou de l'acceptation. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de négocier leur valeur sans s'en rendre compte. Ils acceptent des emplois qui les exploitent par peur de se retrouver sans rien. Ils maintiennent des relations qui les déprécient, par peur de la solitude. Ils tolèrent le manque de respect, dans l'espoir de ne pas perdre l'affection de ceux qui les entourent. Si tu veux un respect authentique, ce cycle doit être brisé le plus tôt possible. La première étape pour ne pas négocier ta valeur est d'avoir une clarté sur tes principes et tes limites. Il est impossible de défendre ce que tu ne connais pas. Prends le temps de définir ce que tu considères comme non négociable dans ta vie. Le respect de ton temps, l'honnêteté, la façon dont tu espères être traité, le type de personne avec qui tu choisis de partager ton énergie. Ces limites ne doivent pas dépendre de l'environnement ou de ce que pensent les autres, mais de ce que tu sais être essentiel pour ta dignité. Une fois que tu as défini ces limites, tu dois apprendre à les communiquer par des actions, pas seulement par des mots. Il ne sert à rien de dire que tu valorises ta paix si tu permets à n'importe qui de l'interrompre. Il ne sert à rien de déclarer que tu exiges du respect si tu continues à tolérer des comportements qui te dégradent. La cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais est ce qui montrera aux autres que ta valeur n'est pas à vendre. Si tu dis non, que ce soit un non qui reste même lorsque la pression augmente. Un autre conseil important est d'arrêter de dépendre de l'approbation externe pour te sentir précieux. Tant que tu auras besoin de la reconnaissance constante des autres, tu seras toujours prêt à céder quelque chose pour l'obtenir. L'estime de soi se construit jour après jour en respectant tes propres normes, pas celles des autres. Investis du temps pour développer des compétences, améliorer ta discipline, renforcer ta santé physique et mentale.
Tout cela augmente ta valeur interne et réduit l'influence que les opinions externes ont sur toi. Apprends aussi à lâcher ce qui n'est pas prêt à te reconnaître. Ne t'accroche pas à des emplois, des amitiés ou des relations qui restent dans ta vie seulement parce que tu acceptes moins que ce que tu mérites. Chaque fois que tu cèdes à quelqu'un qui ne valorise pas ce que tu apportes, tu renforces l'idée que ta valeur peut être réduite. Être flexible dans la vie, c'est s'adapter aux changements quand ils ne compromettent pas ta dignité, mais céder sur l'essentiel, c'est te trahir toi-même. Établis un point clair, où ta réponse sera toujours non, peu importe qui le demande ou quelle promesse il apporte. Ce type de fermeté fait comprendre rapidement aux autres qu'avec toi, on ne négocie pas l'essentiel. Lorsque tu maintiens ta valeur, tu projettes une présence différente. Les gens commencent à te traiter avec plus de soin, non pas parce que tu inspires la peur, mais parce qu'ils perçoivent que tu n'es pas prêt à te contenter de moins que ce que tu mérites. Les femmes perçoivent aussi cette fermeté et la respectent parce qu'elles voient que tu ne cherches pas leur validation ni à céder tes principes pour leur plaire. Cette attitude ne te gagne pas seulement du respect, elle attire aussi ceux qui valorisent vraiment ce que tu es. 7. Exige plus de toi que de quiconque. L'archer qui s'entraîne en tirant sur une cible fixe ne devient précis que dans des conditions idéales, mais celui qui s'exerce sur une cible en mouvement et avec du vent contraire devient un véritable maître. La difficulté façonne l'habileté. C'est ainsi que doit être la relation que tu entretiens avec toi-même, ne pas toujours chercher le confort, mais te poser des défis plus durs que ceux que le monde t'imposera. Celui qui se contente du strict minimum finit par dépendre des circonstances extérieures pour rester debout. Mais celui qui élève son propre standard devient inébranlable face à l'adversité. Exiger plus de toi que de quiconque ne signifie pas devenir ton pire ennemi ni tomber dans l'autocritique destructrice. Cela signifie adopter la discipline comme style de vie. La plupart des gens cherchent le respect en demandant aux autres de changer, sans se rendre compte que le véritable respect émerge lorsque les autres voient la rigueur avec laquelle tu te forges toi-même. Si tu t'obliges à te lever plus tôt, à travailler avec plus de concentration, à tenir parole même dans les jours difficiles, tu démontres une force que peu atteignent et qui n'a pas besoin de discours pour s'imposer. Commence par identifier les domaines de ta vie où tu as été complaisant avec toi-même. Cela peut être ta santé physique, ta préparation professionnelle, ta discipline financière ou même la façon dont tu gères tes émotions. La première étape est de reconnaître où tu as baissé la garde et de rétablir un standard qui te pousse à t'améliorer. Si tu n'élèves pas la barre, tu resteras coincé dans le confort et tu ne développeras jamais le caractère qui inspire un respect authentique. Un autre aspect fondamental est de respecter les engagements que tu prends avec toi-même. Beaucoup de gens parviennent à tenir leurs engagements envers les autres, mais se trahissent eux-mêmes, annulant leurs propres plans au moindre obstacle. Cela érode l'estime de soi et projette une faiblesse aux yeux des autres. Exiger plus de toi signifie que ta parole envers toi-même vaut autant que celle que tu donnes aux autres, que les objectifs personnels sont sacrés et que tu feras l'effort nécessaire pour les atteindre sans dépendre de motivations externes. La discipline nécessite également d'apprendre à supporter l'inconfort. Il ne s'agit pas de chercher la souffrance par orgueil, mais de comprendre que la croissance est rarement confortable. Se lever quand tu préférerais dormir, étudier quand tu préférerais te distraire, t'entraîner quand ton corps demande du repos, tout cela fait partie du prix à payer pour te renforcer. La différence entre ceux qui gagnent le respect et ceux qui le mendient réside dans la capacité à faire ce qu'il faut, même s'ils n'en ont pas envie. T'entourer de personnes qui te défient aide aussi à maintenir des standards élevés. Évite les cercles où la médiocrité est la norme. Cherche des environnements qui t'inspirent à être meilleur. Il ne s'agit pas de concurrencer les autres, mais d'utiliser l'exemple des disciplinés pour maintenir ton propre niveau d'exigence. Lorsque les autres voient que tu n'acceptes pas moins de toi-même, ils commencent à te voir comme quelqu'un de fiable et de cohérent. Celui qui mesure son progrès uniquement
en regardant vers l'extérieur, risque de stagner lorsqu'il se sent supérieur à certains. La véritable exigence vient de te comparer à ce que tu étais hier et de te proposer d'être meilleur aujourd'hui, même si les autres ne le voient pas. Cette approche interne te maintient en mouvement même lorsque personne ne regarde ou n'applaudit. Avec le temps, cette mentalité devient ta plus grande force. Ceux qui exigent plus d'eux-mêmes n'ont pas besoin de parler de leur discipline. Leur comportement quotidien le rend évident. 8. Garde toujours la porte de sortie ouverte. Une cage dorée reste une cage même si elle brille de l'extérieur. Ce qui retient l'oiseau n'est pas la couleur du métal, mais l'impossibilité d'ouvrir ses ailes et de voler quand il le souhaite. Il en va de même pour les relations, les emplois et les situations dans lesquelles les hommes se confinent par peur de perdre ce qu'ils ont. Ils pensent que rester est un signe de loyauté ou d'engagement, mais bien souvent, c'est simplement la peur déguisée en amour ou en responsabilité. Un homme qui cherche un respect authentique ne doit jamais rester là où il n'est pas valorisé, ni permettre que la dépendance le transforme en prisonnier. Garder toujours la porte de sortie ouverte ne signifie pas fuir au premier problème. Cela signifie se rappeler que ta liberté est une limite que tu ne négocies pas. La plupart perdent le respect parce qu'ils s'accrochent trop, supportent des humiliations, tolèrent des injustices et sacrifient leurs principes juste pour ne pas se retrouver seuls ou ne pas affronter le changement. Cet attachement excessif affaiblit tout homme, car il communique qu'il est prêt à accepter n'importe quel traitement pour ne pas perdre ce qu'il a. Les femmes et les gens en général remarquent ce manque d'options et finissent par le voir comme quelqu'un de faible, qui se maintient grâce à l'approbation des autres. Pour garder la porte de sortie ouverte, tu dois d'abord cultiver ton autosuffisance. Un homme qui dépend émotionnellement ou économiquement des autres aura du mal à partir quand il n'est plus respecté. Investis dans le renforcement de tes compétences et tes propres sources de revenus et construis une vie qui ne s'effondre pas si quelqu'un décide de partir. Cette indépendance te donne la sécurité de rester n'importe où parce que tu le veux, pas parce que tu ne peux pas partir. Tu dois également préciser dès le début quelles sont les limites que tu n'es pas prêt à franchir. Cela ne s'exprime pas par des menaces ou des discours, mais par des actions cohérentes. Si quelqu'un commence à te manquer de respect ou à franchir les limites que tu considères essentielles, ta réaction doit être ferme et cohérente. Une autre pratique clé est de ne pas trop s'attacher aux choses matérielles ni à l'approbation externe. Beaucoup de gens restent dans des endroits où ils ne sont pas heureux simplement par peur de perdre le confort, la réputation ou le statut. Lorsque tu parviens à te détacher de ces chaînes, le monde cesse d'être une prison et tu commences à te déplacer avec plus de liberté. Le stoïcisme signifie précisément cela. Reconnaître que rien d'externe ne définit ta valeur et que tu peux recommencer si nécessaire. Apprends à lire les signes d'usure dans une relation, dans un travail ou dans un environnement social. Parfois, nous insistons pour rester dans des situations qui ont perdu leur sens simplement par habitude ou par peur du qu'en dira-t-on. La porte de sortie ouverte est la capacité de dire « stop » quand il n'y a plus de respect, quand ta présence n'a plus de sens ou quand rester signifie te trahir. Ne confonds pas cette attitude avec l'inconstance. Garder la porte ouverte n'implique pas de se rendre au premier obstacle ni d'abandonner les engagements par caprice. Il s'agit de ne pas renoncer à ta dignité, de ne pas permettre que la peur t'oblige à rester là où tu ne grandis plus. Rester par choix et non par obligation te rend plus fiable et ferme, car les autres savent que ta présence est volontaire et non le fruit de la dépendance. Quand tu vis avec la porte de sortie ouverte, ton attitude change. Tu te comportes avec plus de confiance parce que tu sais que tu ne dépends de personne pour maintenir ta paix. Tu as vécu trop longtemps en portant des choses qui ne t'appartiennent pas. De vieilles culpabilités, des opinions étrangères, des souvenirs qui pèsent plus qu'ils ne valent. Tout cela t'a transformé en prisonnier dans ton propre esprit. Il ne s'agit pas de chercher la paix ailleurs, mais de briser les chaînes que tu portes depuis des années. La poussière n'arrive pas d'un coup, elle s'accumule petit à petit. C'est ainsi que se forment les insécurités, les peurs et les habitudes qui détruisent la discipline.
Ce sont les restes de ce que tu n'as jamais affronté. Les résidus de personnes qui ont laissé des cicatrices, des promesses brisées que tu répètes encore en silence. Tu as respiré cette poussière si longtemps que tu la confonds avec l'air, mais c'est la cause de ton manque de force et de clarté. Aujourd'hui, tu ne vas pas attendre de miracles ni de mots doux. Si tu es ici, c'est parce que tu sais déjà que quelque chose doit changer et personne ne viendra le faire pour toi. Le stoïcisme enseigne que la liberté commence lorsque tu arrêtes de chercher des coupables et décides de te nettoyer de l'intérieur, même si cela fait mal. Tu vas lâcher ce que tu ne contrôles pas, arrêter de repousser ce que tu sais que tu dois faire, arracher à la racine les habitudes qui t'ont affaibli. Tu n'entendras pas de théories compliquées, ni de phrases vides. Ici, tu découvriras 10 leçons pour couper à la racine ce qui te retient et retrouver la vie qui a toujours été la tienne. Je ne te promets pas de confort, mais un réveil. Reste jusqu'à la fin, car chaque mot est pensé pour arracher de toi les chaînes invisibles que tu traînes. 1. Surmonte la voix qui doute de toi. Au sein de chaque personne réside un écho invisible, mais ressenti comme une ombre qui murmure à l'oreille dans les moments les plus décisifs. C'est comme un parasite qui se nourrit de tes tentatives d'avancer, un murmure qui grandit lorsque tu oses rêver en grand. Cette voix n'est pas venue de nulle part. Elle s'est formée avec les critiques que tu as entendues, enfant, avec les échecs que tu n'as pas réussi à surmonter, avec chaque comparaison que tu as faite avec les autres. Elle est restée là, cachée, attendant n'importe quelle opportunité pour te rappeler tout ce que, selon elle, tu ne pourras pas accomplir. Cette voix du doute est plus dangereuse que n'importe quel ennemi externe parce que tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre te sabote, tu as déjà un saboteur vivant dans ta tête. Elle te convainc que tu n'es pas suffisant, qu'il vaut mieux rester immobile pour ne pas te tromper, que les autres sont plus forts et que tu es né pour te contenter. Le stoïcisme enseigne qu'il n'y a pas de pire tyran que celui qui gouverne ton esprit. C'est pourquoi la première étape de ce processus de nettoyage interne est de faire face à cette ombre. Regarde ce qu'elle a accompli jusqu'à présent. Elle t'a fait garder le silence quand tu voulais parler, repousser des décisions importantes par peur de l'échec, renoncer à des opportunités simplement parce que tu ne te sentais pas digne d'elles. Chaque fois que tu as cédé à cette voix, tu lui as donné plus de force, comme nourrir un monstre avec tes propres doutes. Si tu continues à lui obéir, tu vivras piégé dans un cercle où la peur commande et ton potentiel se flétrit sans même avoir lutté. Tu ne vas pas la faire taire avec de jolies phrases, mais avec de l'action. Chaque fois que tu avances, malgré son murmure, tu la rends plus faible. Commence par reconnaître quand elle apparaît, juste avant de prendre un risque, quand tu es sur le point de changer une habitude, quand tu te compares aux autres. Dans ces moments-là, ne crois pas ses paroles. Rappelle-toi que le doute n'est pas une prophétie, c'est juste le reflet de vieilles blessures. Fais de ton esprit un terrain solide. Chaque pensée que tu choisis de cultiver est une brique dans le mur qui sépare ta volonté de cette voie. Écris tes réussites, aussi petites soient-elles, pour lui prouver que tu avances. Entoure-toi de personnes qui ne nourrissent pas ton insécurité, mais qui exigent que tu grandisses. Et surtout, agis même si tu ressens de la peur. Le doute ne disparaît jamais complètement, mais il devient insignifiant lorsque tu l'ignores et continue d'avancer. Celui qui parvient à maîtriser cette voie ne devient pas invincible, mais bien indomptable. Parce que la force ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans le fait d'avancer malgré elle. Si tu veux récupérer le pouvoir que cette ombre t'a volé, commence par arrêter de négocier avec elle. Elle ne mérite ni ton attention ni ton obéissance. Chaque jour que tu oses la défier, tu récupères un morceau de ta vie. 2. Brise les masques des autres. Il y a des gens qui vivent comme s'ils étaient des acteurs piégés sur une scène qui ne finit jamais. Ils utilisent des sourires répétés, des gestes calculés, des mots qu'ils ne ressentent pas. Avec le temps, leurs masques deviennent si crédibles qu'ils trompent tout le monde, y compris eux-mêmes. Le problème survient lorsque tu commences à vivre en réagissant à ces masques, en croyant à l'image qu'ils projettent et non à la vérité qu'ils cachent. C'est comme essayer d'embrasser une ombre. Tu n'arrives jamais à tenir quelque chose de réel.
Le stoïcisme enseigne que ce qui fait mal n'est pas ce que font les autres, mais ce que tu permets que ces actions provoquent en toi. Lorsque tu te laisses emporter par les apparences, tu perds ton centre. Il y a ceux qui semblent tout contrôler, mais qui se brisent à l'intérieur. D'autres feignent la force pour cacher leur peur. Certains montrent de la gentillesse seulement quand ils ont besoin de quelque chose. Si tu n'apprends pas à voir au-delà du masque, tu finiras par modeler ta vie autour d'illusions. Briser les masques des autres ne signifie pas découvrir des secrets ni confronter tout le monde. Cela signifie te libérer du besoin de leur plaire ou de satisfaire ce qu'ils semblent être. Commence par observer sans juger. Demande-toi si cette personne agit de la même manière lorsqu'elle n'est pas regardée, si sa cohérence se maintient dans différents contextes. Celui qui change de visage en fonction du public révèle la fausseté de son masque. Cette pratique nécessite de l'attention et du silence, car celui qui écoute calmement détecte des incohérences là où d'autres ne voient que de beaux gestes. Une autre étape essentielle est d'arrêter de te comparer à ce que les autres semblent être. C'est l'un des pièges les plus courants. Mesurer ta valeur par ce que tu vois sur les réseaux sociaux, par la façon dont ils s'habillent, par ce qu'ils prétendent avoir accompli. Beaucoup de gens se vantent de victoires pour cacher des défaites et feignent le bonheur tout en luttant contre leur vide. Chaque fois que tu tombes dans cette comparaison, tu cèdes ta paix à une illusion. Remplace cette habitude par de la gratitude pour tes propres progrès, même s'ils sont lents, et par l'engagement d'améliorer pour tes propres raisons, et non pour rivaliser avec des images fausses. Pratique également le discernement dans l'établissement des relations. Ne donne pas ta confiance à quiconque sait feindre le charisme. La confiance se gagne en observant des actions répétées dans le temps, pas avec de jolis mots ou des gestes momentanés. Demande-toi toujours si cette personne agit de la même manière lorsque la situation ne lui est pas favorable, si elle est honnête, même quand cela lui est inconfortable. Apprendre à remarquer ces signaux te protège des déceptions et t'évite de dépenser de l'énergie à essayer de satisfaire les attentes des autres. Enfin, rappelle-toi que briser les masques des autres commence par abandonner les tiens. Tu ne peux pas exiger l'authenticité si tu vis toi-même caché derrière ce que tu crois que les autres veulent voir. Sois transparent dans tes intentions et ferme dans tes limites. De cette façon, les masques des autres perdront leur pouvoir sur toi. Le jour où tu arrêteras de danser au rythme des apparences, tu récupéreras du temps, de l'énergie et de la clarté pour construire la vie que tu mérites. 3. Lâche ce que tu ne contrôles pas. Il y a des tempêtes qui, même si tu fermes les fenêtres, continueront à frapper contre le verre. Tu peux t'épuiser à crier au ciel pour qu'il arrête de pleuvoir, mais la pluie tombera quand même. C'est ainsi que fonctionne la vie avec tout ce qui est hors de ton contrôle. Les décisions des autres, les injustices du passé, les opinions d'autrui, les revirements inattendus du destin. Essayer d'arrêter cette pluie avec tes mains ne fait que t'épuiser et te tremper, pendant que tu oublies que la seule chose que tu pouvais faire était de te réfugier et de rester ferme. Le stoïcisme enseigne qu'une grande partie de la souffrance provient de l'obsession de vouloir changer ce qui n'est pas entre nos mains. Tu dépenses de l'énergie à penser à ce que quelqu'un aurait dû faire différemment, aux erreurs que tu as commises il y a des années, aux plans qui n'ont pas fonctionné. Cette insistance te lie à un poids inutile et te vole le présent. Lâcher prise n'est pas abandonner. C'est arrêter de lutter contre l'inévitable pour te concentrer sur ce qui dépend de toi. La première étape pour y parvenir est d'identifier la frontière entre ce que tu peux changer et ce que tu ne peux pas. Fais une liste simple. D'un côté, écris ce qui dépend de tes actions et de tes décisions. De l'autre, ce que tu ne peux pas modifier malgré tous tes efforts. Chaque fois que tu remarques ton esprit insister sur ce qui est hors de ta portée, répète mentalement « Ceci ne m'appartient pas ». Ce rappel est comme fermer la porte au chaos externe et ouvrir de l'espace pour prendre soin de ton intérieur. Un autre conseil pratique est de limiter ton exposition à des situations qui te volent la paix sans apporter de solution. Si tu passes des heures à discuter sur les réseaux sociaux, à consulter des nouvelles négatives ou à essayer de convaincre quelqu'un qui ne veut pas écouter, tu t'épuises dans des batailles perdues.
Consacre cette énergie à renforcer tes habitudes, ta santé, tes relations et ta discipline, car c'est là que tu as une influence réelle. Apprends aussi à accepter l'erreur comme partie du processus. Souvent, nous ne lâchons pas prise parce que nous sommes tourmentés par l'échec et nous ressentons le besoin de corriger ce qui est déjà passé. Le passé est irréversible, mais la leçon qu'il laisse est précieuse si tu décides de l'utiliser pour agir différemment à partir de maintenant. Chaque fois que le souvenir d'une erreur revient pour te tourmenter, réponds-lui par une action présente qui te rapproche de la personne que tu veux être. Enfin, pratique le calme délibéré. Respire avant de réagir, évalue si ta colère ou ton angoisse vont changer le résultat. Si la réponse est non, choisis la sérénité comme acte de rébellion contre ce qui échappe à ton contrôle. Celui qui maîtrise cette pratique ne devient pas indifférent, mais libre. La véritable force n'est pas de contrôler le vent, mais d'ajuster les voiles. Lorsque tu apprends à lâcher prise, tu découvres que le poids que tu portais n'était pas une partie de toi. Tu ne le portais que par habitude. 4. Libère-toi de l'attachement émotionnel. Il y a des nœuds qui ne se voient pas mais qui étranglent tout comme une corde. Ils ne sont pas dans les mains ni dans le cou, mais dans l'esprit. Ce sont les liens que nous formons avec des personnes, des lieux et des souvenirs qui nous ont un jour fait nous sentir en sécurité et qui nous maintiennent maintenant attachés. S'accrocher à ce qui n'existe plus, c'est comme essayer de maintenir un feu avec des cendres. Ça ne chauffe pas, ça n'éclaire pas, ça ne fait que salir les mains. L'attachement émotionnel se déguise en amour, mais bien souvent, c'est la peur de perdre ce que nous connaissons. Ce n'est pas de l'affection qui te maintient dans une relation toxique, c'est la peur d'être seul. Ce n'est pas de la gratitude qui te fait garder des objets que tu n'utilises plus, c'est la nostalgie d'une époque révolue. Le danger de l'attachement, c'est qu'il te vole le présent parce qu'il t'oblige à regarder en arrière ou à dépendre de quelque chose d'extérieur pour te sentir complet. La première étape pour te libérer est de reconnaître les signes. Demande-toi si quelque chose ou quelqu'un détermine trop ton humeur, si ta paix dépend de cette personne qui est d'accord avec toi ou de ce souvenir qui reste vivant dans ton esprit. Lorsque tu découvres cette dépendance, admets que ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Le nommer est la moitié de la bataille, parce que tu ne le verras plus comme quelque chose de romantique, mais comme une chaîne qui doit être brisée. Pratique le détachement avec de petites actions, mais constantes. Commence par lâcher le matériel qui ne fait que garder la poussière et les souvenirs douloureux. Débarrasse-toi des messages, des photos ou des objets qui ne font qu'alimenter une illusion. Cet acte physique envoie un message clair à ton esprit. Je n'ai pas besoin de porter cela pour avancer. Peu à peu, tu remarqueras que la légèreté extérieure se transforme en soulagement intérieur. Apprends à établir des limites dans tes relations. Dire non quand quelque chose te fait mal est un acte de respect de soi. Arrête de justifier des attitudes qui te blessent simplement parce que tu as peur de perdre quelqu'un. L'affection véritable ne devrait pas exiger des sacrifices qui détruisent ta paix intérieure. Chaque fois que tu définis une limite, tu ne te protèges pas seulement toi, mais tu enseignes aux autres comment ils doivent te traiter. Le détachement ne signifie pas cesser d'aimer, cela signifie aimer sans dépendre. Cela implique de pouvoir profiter de quelqu'un sans avoir besoin de le posséder, de pouvoir se souvenir d'un moment sans s'y accrocher, de pouvoir perdre quelque chose sans sentir que tu te perds toi-même. C'est là la véritable force émotionnelle. Savoir que rien d'extérieur ne définit ta valeur, ni ton bonheur. La liberté arrive quand tu comprends que tout dans la vie est temporaire, même la douleur. Plus tu lâches, plus tu laisses de la place pour de nouvelles expériences et des relations saines. L'attachement te lie au passé, le détachement te libère pour avancer. Lâche les nœuds qui t'empêchent de respirer et tu verras comment l'air revient dans ta vie. 5. Transforme le passé en force. Le passé est comme une rivière souterraine qui coule sous tes pieds. Tu ne le vois pas toujours, mais son courant continue de couler et, si tu n'apprends pas à le guider, il finit par déborder dans le présent. Beaucoup se noient dans cette eau qui emporte de vieilles erreurs, des culpabilités non résolues et des souvenirs qui font mal.
Mais la même rivière qui détruit peut aussi faire tourner des moulins et donner de l'énergie. La différence réside dans le fait de décider de te laisser emporter par elle ou d'apprendre à canaliser sa force. Nous portons tous des cicatrices, certaines visibles et d'autres que nous ressentons seulement en silence. Il y a ceux qui les utilisent comme des excuses pour ne pas avancer, disant que le mal qu'ils ont subi les empêche de changer. D'autres les transforment en raison de devenir plus forts, parce qu'ils ont compris que la douleur, lorsqu'elle est affrontée, est un maître qui n'oublie pas ses leçons. Ce qui s'est passé dans ton passé ne peut pas être effacé, mais peut être transformé en le fondement qui te soutient. La première étape pour utiliser le passé à ton avantage est d'arrêter de le fuir. Tant que tu continues à cacher les blessures, elles continueront à suppurer. Accepte les erreurs, regarde-les en face sans te justifier ni te victimiser. Les reconnaître ne signifie pas rester coincé en elles, mais en extraire la leçon qu'elles ont laissée. Demande-toi, qu'est-ce que cette chute m'a appris sur moi-même? Quelle décision puis-je prendre maintenant pour ne pas la répéter? Chaque réponse sincère est une brique qui ajoute de la solidité à ton caractère. Un exercice pratique est d'écrire ton histoire avec la vérité que tu as jusqu'à présent évité de raconter. Note les moments qui t'ont marqué, ce que tu as perdu, ce que tu as appris et ce que tu aurais voulu faire différemment. Il ne s'agit pas de revivre la douleur, mais de mettre de l'ordre dans le chaos. Voir les mots sur le papier te permettra d'identifier des modèles qui autrement resteraient cachés. Une fois que tu les reconnaîtras, tu sauras quelles habitudes et croyances doivent rester dans le passé. Après l'avoir compris, tu dois l'utiliser pour forger la discipline. Chaque obstacle surmonté, aussi petit soit-il, prouve que tu as été capable de résister. Rappelle-toi comment tu as réussi à sortir de situations que tu croyais impossibles et utilise ce souvenir comme preuve que tu peux affronter ce qui vient. Si dans le passé tu as supporté des nuits d'angoisse et que tu es toujours debout, cela signifie que la force était déjà en toi. Tu dois juste la réveiller quand tu en as besoin. Il est également essentiel de pardonner, non pas pour libérer ceux qui t'ont blessé, mais pour te libérer toi-même. S'accrocher à la rancune te maintient attaché au moment de la blessure. Mais pardonner coupe la chaîne qui te lie à cette scène. Pardonner n'est pas oublier ni justifier. C'est décider que tu ne permettras pas à cette émotion de continuer à gouverner ta vie. Lorsque tu y parviens, le passé cesse d'avoir du pouvoir sur ton présent. La rivière qui t'emportait auparavant peut devenir le courant qui propulse ton chemin. Chaque larme, chaque échec, chaque erreur devient une partie de la force que tu peux utiliser aujourd'hui pour construire. N'essaie plus d'effacer ton histoire, utilise-la pour te relever plus fermement. Ton passé ne te définit pas, mais il peut forger le caractère dont tu as besoin pour l'avenir que tu désires. 6. Garde l'esprit ouvert au changement. Un esprit rigide est comme un arbre sec qui refuse de se plier quand le vent arrive. Au début, il semble solide, mais une forte tempête suffit pour le briser. En revanche, les arbres qui se penchent avec le vent survivent, parce qu'ils comprennent que céder n'est pas se rendre, mais s'adapter pour rester debout. C'est ainsi que fonctionne la vie. Le changement est inévitable, et celui qui s'accroche à ce qu'il connaît finit par se briser au lieu de se renforcer. Beaucoup de gens préfèrent rester dans des zones de confort, même si elles leur font mal, simplement parce qu'ils savent à quoi s'attendre. Ils pensent que garder tout pareil leur donne le contrôle. Mais en réalité, cela les enferme dans un cycle de répétition qui leur vole des opportunités. L'esprit fermé ne permet pas d'apprendre des erreurs, ni de profiter des nouveaux départs. Il reste à défendre de vieilles idées par peur de l'inconnu. Le stoïcisme enseigne que la véritable force réside dans l'acceptation de ce qui arrive et son utilisation comme outil pour grandir. La première étape pour s'ouvrir au changement est de remettre en question les croyances que vous avez toujours tenues pour vraies. Demandez-vous combien de vos opinions sont nées d'expériences réelles et combien sont des héritages d'autres que vous n'avez jamais testés. Faites l'exercice d'écouter sans interrompre des personnes ayant des perspectives différentes des vôtres, non pas pour les imiter, mais pour élargir votre vision. Celui qui ose écouter apprend à voir des chemins qui semblaient auparavant impossibles.
Un autre conseil pratique est de vous exposer délibérément à de nouvelles choses. Lisez sur des sujets qui ne vous ont jamais intéressé. Essayez des activités que vous pensiez ne pas être pour vous. Conversez avec des gens d'autres environnements. Ces petites actions brisent la routine mentale et vous apprennent qu'il y a toujours plus d'une façon de faire face aux problèmes. Le changement cesse de faire peur quand vous découvrez qu'il ne menace pas votre identité, mais l'enrichit. Il est également important d'accepter que le changement peut apporter un inconfort au début. Toute transformation nécessite de laisser derrière soi quelque chose de familier, une habitude, une coutume, voire une partie de la façon dont vous vous voyez vous-même. Au lieu de résister à cet inconfort, voyez-le comme un signe que vous grandissez. Chaque fois que vous ressentez l'envie de revenir à l'ancien simplement parce que c'est facile, rappelez-vous que les raccourcis vers le confort mènent rarement à l'évolution. Enfin, gardez la discipline pour maintenir les nouvelles connaissances. S'ouvrir au changement n'est pas sauter d'idée en idée sans direction, c'est s'adapter consciemment, en évaluant ce qui vous sert et ce qui ne vous sert pas. Utilisez un journal pour noter ce que vous découvrez dans le processus et vérifier vos progrès. Avec le temps, vous remarquerez que vous n'êtes plus le même qu'hier, non pas parce que vous avez trahi votre essence, mais parce que vous avez appris à mettre à jour votre façon de voir le monde. Lorsque votre esprit devient flexible, rien d'extérieur ne peut vous briser. Les changements cessent d'être des menaces et deviennent des opportunités. Garder l'esprit ouvert, c'est permettre au vent de la vie de modeler vos branches sans vous arracher à vos racines. Et c'est l'une des plus grandes forces que vous pouvez développer. 7. Agis aujourd'hui, pas demain. Le temps est comme du sable qui s'échappe entre les doigts. Tu penses en avoir suffisamment jusqu'à ce que tu regardes ta main et découvres qu'il n'en reste presque plus. Chaque « je le ferai demain » est une poignée de sable que tu laisses tomber sans t'en rendre compte. Ainsi passent les mois, les années, alors que les opportunités se transforment en souvenirs et les rêves en regrets. Agir demain est le mensonge le plus confortable que tu t'aies raconté, parce qu'il te fait te sentir responsable sans bouger de ta place. La procrastination est un voleur silencieux. Elle ne vole pas d'un coup, mais petit à petit, te prenant des minutes qui se transforment en heures perdues. Cette habitude naît de la peur de l'échec, du perfectionnisme et de la fausse croyance qu'il y aura un moment idéal pour commencer. La vérité est qu'il n'y aura jamais de conditions parfaites. Le présent est le seul terrain solide sur lequel tu peux construire. Pour briser ce cycle, tu dois attaquer la racine, l'habitude de remettre à plus tard. Commence par réduire la taille de la tâche que tu évites tant. Si tu dois t'entraîner, commence par 10 minutes. Si tu dois ranger un espace, fais seulement la plus petite partie. L'action brise l'inertie, et une fois que tu bouges, l'élan grandit. N'attends pas la motivation, car la motivation naît après l'action, pas avant. Un autre conseil efficace est d'organiser ta journée la veille. Écris 3 choses qui sont vraiment importantes pour demain et engage-toi à les accomplir sans excuse. Cette pratique évite que l'indécision ne consomme ton énergie le matin. Chaque tâche que tu accomplis est une preuve que tu peux avoir confiance en toi. Et cette confiance se transforme en discipline. Apprends aussi à éliminer les distractions qui déguisent la paresse. Éteins les notifications, mets des limites à l'utilisation du téléphone et évite de te promettre juste 5 minutes sur les réseaux sociaux, car ce petit détour a tendance à te voler des heures. Crée un environnement qui favorise la concentration, même si tu ne peux y consacrer qu'un court moment chaque jour. Le stoïcisme enseigne que la vie se mesure en actes, pas en intention. Il ne sert à rien de planifier sans exécuter, ni de rêver sans faire d'efforts. Chaque jour qui passe est une pièce que tu ne peux pas récupérer. Pense à ce que serait ta vie si tu avais commencé à travailler pour ce que tu dis vouloir il y a 6 mois. Cette pensée ne doit pas te remplir de culpabilité, mais d'urgence. Le plus grand changement n'est pas réalisé par de grandes décisions occasionnelles, mais par de petites actions constantes. Avancer aujourd'hui, même si c'est un pas minime, vaut plus que 1000 plans gardés pour demain. Lorsque tu transformes l'action en habitude, tu brises le cycle d'attente et la peur perd de sa force.
Agir aujourd'hui, c'est se rebeller contre l'inertie qui maintient tant de gens coincés dans leur zone de confort. C'est déclarer que ton temps vaut plus que tes excuses. Fais en sorte que chaque jour compte, car demain n'est pas une promesse. C'est juste une possibilité qui peut-être n'arrivera jamais. 8. Persévère jusqu'à forger la discipline. Le fer ne devient pas une épée dès le premier coup de marteau. Il a besoin d'une chaleur constante, de répétition et de patience pour se modeler. Il en va de même pour la discipline. Elle ne naît pas d'un élan de motivation, mais de la persévérance quotidienne qui supporte l'inconfort et continue à frapper jusqu'à façonner le caractère. Ceux qui abandonnent à la troisième tentative ne connaîtront jamais la force qui vient de résister au feu. Beaucoup de gens confondent la discipline avec la volonté occasionnelle, mais la véritable discipline est une habitude qui ne dépend pas de l'humeur. Elle se construit les jours où tu ne veux pas te lever tôt et pourtant tu le fais, quand la fatigue pèse, mais tu tiens les promesses que tu t'es faites. Chaque fois que tu respectes un petit engagement envers toi-même, tu renforces un muscle interne qui rendra l'effort suivant plus facile. La première étape pour persévérer est de cesser de chercher des résultats immédiats. L'impatience est le plus grand ennemi de la constance. Apprends à apprécier le progrès invisible, les jours où tu ne remarques pas de changements externes, mais où tu entraînes ton esprit à ne pas abandonner. Mesure ton avancement non seulement par ce que tu accomplis, mais aussi par ta capacité à rester ferme sur le chemin. Un autre conseil pratique est de diviser tes objectifs en tâches si simples qu'il est impossible de ne pas les faire. Si tu veux faire de l'exercice, commence par seulement 10 pompes par jour. Si tu veux lire plus, commence par 2 pages avant de dormir. L'objectif n'est pas d'impressionner qui que ce soit, mais de te prouver à toi-même que tu peux maintenir une habitude. Avec le temps, augmente la difficulté de manière progressive, sans rompre la chaîne de constance. Entoure-toi de rappels visibles de pourquoi tu as commencé. Une phrase écrite sur le miroir, une photo sur le bureau, une alarme sur le téléphone peuvent t'aider à retrouver ton focus lorsque la motivation faiblit. La discipline grandit lorsque le but reste clair. Chaque fois que tu ressens l'envie d'abandonner, rappelle-toi que céder à un moment de faiblesse ne fait que retarder le résultat que tu désires. Il est également vital d'accepter les mauvais jours sans te punir. Il y aura des jours où tu échoueras ou seras en retard, mais ne laisse pas un faux pas détruire tout l'effort précédent. La persévérance ne demande pas la perfection, elle demande de réessayer le lendemain. Cette capacité à te relever après une chute est ce qui définit ceux qui réussissent à transformer leur vie. Le stoïcisme enseigne que le contrôle personnel est gagné par une pratique constante, pas par des mots. Persévérer, c'est choisir l'effort nécessaire plutôt que le désir passager. C'est cultiver le caractère, jusqu'à ce que la discipline devienne une partie naturelle de ton identité. Quand tu apprends à persévérer, les obstacles perdent leur pouvoir de t'arrêter. Tu découvres que la véritable force ne vient ni de la chance ni de l'inspiration, mais de l'habitude de continuer à avancer même si tout invite à abandonner. Frappe le fer chaque jour et viendra le moment où ta volonté deviendra une épée capable de trancher toute excuse. 9. Trouve la joie dans le présent. La vie ressemble à un voyage en train. Beaucoup de personnes s'assoient pour regarder par la fenêtre. Mais au lieu de contempler le paysage qui se trouve devant eux, ils gardent les yeux fixés sur l'horizon qu'ils n'arrivent pas encore à atteindre. D'autres restent coincés à regarder en arrière, se remémorant les stations déjà passées qui ne reviendront pas. Tous deux perdent la seule chose qu'ils possèdent réellement, l'instant qui se déroule maintenant. Croire que le bonheur est dans le futur est la raison pour laquelle beaucoup ne le trouvent jamais. Ils se disent qu'ils seront heureux lorsqu'ils auront un meilleur travail, lorsqu'ils auront plus d'argent, lorsqu'ils trouveront quelqu'un qui les comprend, lorsqu'ils voyageront à cet endroit dont ils rêvent. Pendant qu'ils attendent, ils laissent passer les moments simples qui pourraient déjà leur apporter la paix et la satisfaction. Le stoïcisme enseigne que le temps présent est la seule chose qui est réellement sous notre contrôle, et celui qui le gaspille donne sa vie à une illusion. Pour trouver la joie dans le présent, il faut entraîner l'esprit à cesser de poursuivre ce qui n'existe pas encore.
Une première étape pratique est d'apprendre à s'arrêter au milieu de la routine. Chaque jour, faites une pause, même brève, pour remarquer des détails que vous avez tendance à ignorer. Le goût du café du matin, l'air frais en ouvrant la fenêtre, le son des rires proches. Reconnaître ce qui va déjà bien dans votre vie entraîne votre esprit à trouver de la valeur dans ce qui semble commun. Une autre stratégie utile est de limiter le temps que vous consacrez à vous comparer aux autres. Rien ne tue plus rapidement la gratitude que de mesurer votre vie aux normes des autres. Chaque fois que vous êtes tenté de regarder ce que les autres ont, rappelez-vous que vous ne voyez qu'une partie de leur histoire, pas leur bataille ni leur renoncement. Remplacez la comparaison par un inventaire de vos propres progrès, aussi petits soient-ils. L'habitude de remercier est également puissante. Avant de dormir, écrivez 3 choses que vous appréciez de la journée, peu importe leur importance. Cette pratique simple entraîne votre esprit à identifier des raisons de se réjouir, même dans les jours difficiles. Avec le temps, vous remarquerez que votre perception change et vous commencez à vivre avec moins d'anxiété pour ce qui manque. Apprendre à être présent implique également de lâcher le poids des erreurs passées et l'anxiété pour l'avenir. Si vous vous surprenez à revivre de vieilles blessures ou à vous inquiéter de ce qui pourrait mal tourner, rappelez-vous que rien de tout cela ne se passe en ce moment. Choisissez de ramener votre attention au moment où vous respirez. Le présent n'est pas un lieu d'attente, c'est la scène où se déroule la vie. Trouver de la joie en lui ne signifie pas ignorer les objectifs ou arrêter de planifier, mais ne pas reporter le bonheur pour plus tard. Lorsque vous faites la paix avec le maintenant, vous découvrez que vous n'avez pas besoin de conditions parfaites pour vous sentir vivant, car vous avez déjà tout ce qu'il faut pour éprouver de la gratitude et de la paix en cet instant. 10. Remplace les habitudes qui affaiblissent par celles qui renforcent. La vie est construite à partir des briques que tu poses chaque jour. Certaines sont solides et résistantes, d'autres sont fragiles et se désagrègent avec le temps. Tes habitudes sont ces briques invisibles qui, sans que tu t'en rendes compte, construisent ou détruisent les fondations de ton caractère. Celui qui se sent piégé dans un même cycle d'erreurs n'est pas victime de la malchance, mais des schémas qu'il répète sans les remettre en question. Chaque habitude que tu pratiques en silence laisse une trace dans ton corps et dans ton esprit. Négliger le repos, remplir ton esprit de distraction, manger pour apaiser les émotions ou négliger l'exercice peuvent sembler être de petites décisions, mais lorsqu'elles s'accumulent, elles affaiblissent ton énergie et ta volonté. En revanche, des habitudes simples comme se lever tôt, bouger un peu chaque jour, lire même quelques pages ou faire attention à ce que tu consommes renforcent ton esprit et ta discipline. La première étape pour remplacer les habitudes nuisibles est de les identifier sans excuse. Demande-toi quels sont les comportements qui t'éloignent de la personne que tu veux être. Peut-être est-ce de regarder ton téléphone dès que tu te réveilles, de te promettre des objectifs que tu ne tiens pas, ou de remplir ton temps avec des activités qui divertissent, mais n'apportent rien. Nommer l'habitude, c'est reconnaître qu'elle existe. Et sans cette reconnaissance, il n'y aura pas de possibilité de changement. Une fois identifiées, commence à les remplacer progressivement. N'essaie pas de te débarrasser de tous en même temps, car cette surcharge se termine par un abandon. Si tu passes des heures devant l'écran le soir, remplace les 15 dernières minutes par de la lecture. Si tu as tendance à sauter des repas sains, prépare à l'avance quelque chose de simple et nutritif. Chaque substitution est une petite victoire qui renforce ta confiance. Un autre conseil essentiel est de créer des rituels qui facilitent les nouvelles habitudes. Place tes vêtements de sport où tu peux les voir en te réveillant. Garde de l'eau à proximité pour te rappeler de t'hydrater. Laisse le livre sur la table de nuit pour qu'il soit la dernière chose que tu regardes. L'environnement doit te rappeler l'engagement que tu as pris, car la discipline repose sur des signaux visuels et pas seulement sur la volonté. Entoure-toi de personnes qui renforcent tes nouveaux schémas de vie. Partager des objectifs avec quelqu'un d'autre augmente le sens de la responsabilité et rend le processus moins lourd. Évite les espaces où l'ancienne habitude devient une tentation constante, car l'environnement a plus d'influence que nous ne l'admettons généralement. Le stoïcisme enseigne que nous sommes maîtres de nos actions.
Et chaque habitude est une décision répétée jusqu'à devenir un destin. Remplacer ce qui affaiblit par ce qui renforce n'est pas une question de perfection, mais de constance. Lorsque tes habitudes commencent à refléter la vie que tu désires, tu ne dépends plus de la motivation pour maintenir le cap. Tu découvres que le changement ne s'est pas produit d'un seul coup, mais que tu l'as construit brique par brique, jusqu'à ce qu'un jour tu te réveilles et te rendes compte que la personne que tu étais est restée en arrière parce que tu l'as remplacée par des actions qui te soutiennent plus fermement. Chaque nuit, tu arrives au lit avec le corps fatigué, mais l'esprit reste éveillé, luttant contre les souvenirs, les culpabilités et les tâches en suspens qui ne se terminent jamais. Ce n'est pas de l'insomnie, c'est du poids accumulé. Tu portes des discussions que tu n'as pas clôturées, des déceptions que tu n'as pas lâchées, des mots que tu n'as pas dit, et la journée se termine avec toi. Mais tu ne termines pas avec la journée. Ainsi, personne ne se repose. La sérénité n'est pas un luxe, c'est une discipline. Tu ne peux pas espérer que le sommeil soit réparateur si tu continues à traîner le bruit de tout ce que tu ne peux pas contrôler. Tant que tu ne lâches pas l'ego, la hâte et la peur du jugement d'autrui, chaque nuit ne sera qu'un changement de décor, mais le combat continuera dans ta tête. Les stoïciens ont compris que la paix n'est pas obtenue en accumulant des certitudes ni en contrôlant tout. Elle arrive lorsque tu apprends à libérer ce qui ne dépend pas de toi, lorsque tu arrêtes de mendier l'approbation des autres, lorsque tu acceptes que le temps a son propre rythme et que tout ne mérite pas ton énergie. Si tu veux vraiment te reposer, tu dois être capable de clore la journée avec la même détermination qu'un guerrier range son épée au coucher du soleil. Ce n'est pas un message doux ni complaisant. C'est une invitation à te regarder en face et à arrêter de nourrir le chaos qui vole ton sommeil. Reste jusqu'à la fin. Je vais te montrer 8 pratiques stoïciennes, simples mais profondes, qui t'apprendront à lâcher le poids invisible qui t'épuise. Si tu les prends au sérieux, tu ne dormiras pas seulement mieux. Tu apprendras à vivre avec légèreté, sans le fardeau inutile que tu portes tous les jours. 1. Lâche ce que tu ne contrôles pas et libère ton esprit. Un bateau trop chargé n'avance pas, il coule lentement, même si la mer est calme. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous vivent, naviguant chaque jour avec un poids qui ne nous appartient pas, essayant de contrôler le vent, les courants, jusqu'à l'horizon. Nous sommes obsédés par le changement de climat alors que la seule chose que nous pouvons ajuster sont les voiles. C'est la raison pour laquelle à la fin de la journée, tu as l'impression que ton esprit continue de lutter. Tu as passé des heures à essayer de maîtriser ce qui n'a jamais été entre tes mains, et chaque pensée est devenue une ancre qui te retient, même quand le soleil est déjà tombé. La première étape pour trouver la sérénité à la fin de la journée est de comprendre avec une brutalité honnête que tu ne peux pas tout contrôler. Ni l'attitude des autres, ni les mots qui ont déjà été dits, ni les imprévus qui sont venus déranger tes plans. Pourtant, tu dépenses ton énergie à repasser des conversations, à imaginer des réponses que tu n'as pas données, à essayer de prévoir l'imprévisible. Tu le fais parce que ton ego te convainc que si tu y penses assez, quelque chose changera. Mais la seule chose que tu réussis à faire est de maintenir la tempête en vie en toi. Lâche ce que tu ne contrôles pas, non pas comme un acte de résignation, mais comme un geste de sagesse. Lorsque tu choisis de laisser aller ce qui ne dépend pas de toi, tu arrêtes de nourrir des batailles inutiles. C'est un acte de force, car cela signifie que tu acceptes l'ordre naturel des choses, même si tu ne l'aimes pas, et que tu te concentres sur la direction de la seule chose qui t'appartient, ton esprit, ta réponse, ton prochain pas. Ce n'est pas une belle idée pour se sentir soulagé pendant quelques minutes. C'est un entraînement quotidien qui nécessite de la discipline et du courage pour admettre qu'une grande partie de ce qui te perturbe n'existe que dans ta tête. Pense à combien de nuits tu t'es privé de repos en n'acceptant pas un résultat que tu ne pouvais plus changer. Combien de fois as-tu revécu une scène en cherchant à trouver la phrase correcte, comme si le passé allait obéir? Ce n'est pas de la stratégie, c'est de l'auto-tromperie. La sérénité commence lorsque tu décides que tu ne vas pas céder ta paix à ce qui s'est déjà passé ou à ce qui ne se passera peut-être jamais.
Chaque pensée inutile que tu décides de lâcher est un espace que tu récupères pour te reposer. Les stoïciens disaient que la souffrance ne vient pas des faits, mais de l'opinion que nous nous faisons d'eux. Ton patron ne te gâche pas la soirée par lui-même, c'est l'histoire que tu te racontes sur ce qu'il a dit, ce qu'il voulait dire ou ce que tu crains qu'il pense. Le trafic ne te gâche pas la journée, c'est ta résistance à l'accepter. Chaque fois que tu te bats avec l'inévitable, tu t'enchaînes à quelque chose que tu ne vas pas bouger. Commence aujourd'hui, à la fin de ta journée, à vérifier ce qui dépend vraiment de toi dans ton esprit. Écris-le si nécessaire. Ce qui dépend de toi, décide d'agir demain. Ce qui ne dépend pas de toi, laisse-le partir. Fais-le sans culpabilité. C'est un acte d'hygiène mentale aussi nécessaire que de se laver le visage avant de dormir. Avec le temps, tu découvriras que libérer ton esprit est comme enlever ton armure à la fin de la bataille. Tu te rappelles que tu es toujours en vie, que tout ne mérite pas d'être porté. La véritable force n'est pas de tout retenir, mais de lâcher sans peur. Celui qui s'accroche à contrôler l'incontrôlable finit esclave de ses propres pensées. Celui qui apprend à lâcher gagne de l'espace pour le calme. Ce soir, avant de fermer les yeux, répète-toi que tu n'as pas apporté le monde pour mériter du repos. Relâche le poing avec lequel tu essaies de tenir l'impossible et laisse la journée se terminer là où elle doit se terminer, dans le passé. C'est ainsi que tu pourras te réveiller avec de l'énergie pour ce qui est vraiment entre tes mains. 2. Honore le calme de la nuit et arrête la précipitation. La nuit est comme un lac silencieux qui ne reflète le ciel que lorsque la surface est immobile. Si tu jettes des pierres dans l'eau, le reflet se déforme, tout comme ton esprit lorsque tu apportes la précipitation de la journée au lit. Beaucoup arrivent à la nuit comme si c'était une extension interminable de la journée, avec le téléphone toujours allumé, en repassant des tâches et des messages, en bougeant même lorsqu'il n'y a plus rien à faire. Il n'est pas étonnant que le sommeil soit léger et le repos inexistant. La nuit n'est pas faite pour courir, elle est faite pour lâcher le rythme frénétique et permettre au corps et à l'esprit de retrouver l'équilibre. Honorer le calme de la nuit est un acte de respect envers toi-même, pas un luxe optionnel. Cela nécessite une décision et une coupure consciente entre le jour et le repos. L'une des erreurs les plus courantes est de finir de travailler et de continuer à penser à ce qui reste à faire, comme si l'esprit ne savait pas où mettre la limite. Pour changer cela, crée un rituel simple qui marque la fin de l'activité. Éteins les notifications, range les objets de travail, ordonne l'espace où tu vas dormir. Ce sont de petits gestes, mais ils envoient un message puissant à ton cerveau. La journée est terminée. Il est maintenant temps de récupérer des forces. Arrêter la précipitation ne signifie pas seulement arrêter de bouger physiquement, c'est apprendre à freiner les pensées qui insistent pour continuer à courir. Si, à la tombée de la nuit, tu continues à repasser des listes de choses à faire, c'est parce que tu n'as pas appris à faire confiance à demain. Fais une liste de ce que tu n'as pas fini et place-la en dehors de ta chambre, comme si tu laissais ces charges à la porte avant d'entrer. Ce n'est pas de la procrastination, c'est reconnaître que le repos fait aussi partie de ta productivité et que forcer un esprit épuisé ne résout rien. Beaucoup sous-estiment le pouvoir d'un environnement calme. Si tu rentres à la maison et que tu gardes les lumières fortes, le bruit de la télévision ou des réseaux sociaux allumés, tu continues à nourrir la même précipitation qui te fatigue. Diminue la lumière de ta chambre, réduis les bruits, ralentis même le rythme de ta respiration. Tout cela rappelle à ton corps qu'il n'est pas en mode alerte, qu'il n'a plus à lutter contre le jour. Il est également important de respecter le temps de déconnexion. Le téléphone et les écrans sont des ennemis silencieux du calme nocturne. Si tu veux dormir sereinement, fixe une limite. Au moins 30 minutes avant de te coucher, laisse ton appareil hors de portée. Ce geste simple est une déclaration de priorité. Ta paix vaut plus qu'une notification. Un conseil stoïcien que tu peux pratiquer est de méditer quelques minutes au crépuscule. Il n'est pas nécessaire que ce soit compliqué. Il suffit de t'asseoir en silence et de reconnaître que la journée a accompli son cycle. Demande-toi ce que tu as bien fait, ce qui ne dépend plus de toi et ce que tu peux lâcher avant de dormir.
Cette réflexion nocturne n'est pas un exercice spirituel abstrait. C'est un outil pratique pour régler tes comptes avec la journée et ne pas emporter de dettes émotionnelles au lit. La nuit doit devenir ton allié, pas un théâtre où tu continues à lutter. Honorer son calme, c'est arrêter la course qui ne finit jamais, même si ce n'est que pour quelques heures, pour te rappeler que tu n'es pas une machine à produire, mais un être qui a besoin de pause pour continuer. Si tu veux vraiment te reposer, n'attends pas que ton corps se rende, anticipe et décide de freiner. Dans cette pause volontaire, tu découvriras que le silence nocturne n'est pas vide. C'est l'espace où l'esprit trouve refuge et le cœur, un répit qu'aucune réussite diurne ne peut offrir. 3. Réfugie-toi dans le